Nous avions déjà évoqué son histoire à plusieurs reprises lors de nos entrevues pendant la saison 2. Cette histoire, pour le moins extraordinaire, laissant les plus sceptiques sur le bord de la route, et ceci principalement par rapport aux faits qui se sont déroulés, car il ne s'agit pas d'une romance, d'une légende, d'une fable ou de spéculation douteuse. Nous parlons ici d'une expérience réellement vécue par une femme que je suis personnellement depuis plus de 10 ans suite au conseil de ma mère. Elle est discrète, humble et souhaite, pour des raisons qui lui appartiennent, préserver son anonymat. C'est pourquoi nous nous permettons cette entorse, cette exception à la règle, en vous proposant cette émission exclusivement et uniquement sous le format de podcast. Alexis Ambre, bonjour, c'est avec une immense joie et dans la surprise que l'on te reçoit aujourd'hui sur notre antenne. On ne pensait pas cela réalisable, car tu as pour habitude de refuser toute interview, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle, et cette fois-ci on a eu le cadeau et l'honneur d'avoir ta présence parmi nous. Merci à vous aussi, mais merci à toi. C'est vrai que je ne suis pas très portée sur les ondes. Mon travail, c'est effectivement d'aider les personnes et pas faire du buzz. Donc, ça m'est un peu difficile. Voilà. Puis, ce que je dois dire aussi, c'est que ce qui m'est arrivé et ce que je vis tous les jours et ce que j'ai écrit, hormis mes fils, personne de ma famille ne sait ce que je fais et personne de ma famille sait que je m'appelle Alexis Ambre. D'accord. Bon, on va donc savourer chaque instant et vraiment prendre le temps d'aborder toutes les questions qui nous tiennent à cœur. Avant cela, je tiens quand même à saluer à nouveau notre amie Tamara qui nous accompagne lors de cette rencontre. Tamara, bonjour. Salut Rudy, bonjour Alexis. Bonjour Tamara. Tu t'es régalée de ce que tu m'as dit par rapport à la lecture des 3 ouvrages qui nous ont été transmis avant cette émission. Je me suis régalée pas que dans la lecture, dans nos échanges aussi avec Alexis pour s'apprivoiser un petit peu, voir si cette émission allait être faisable et possible. Je vais être très honnête avec vous, j'ai presque déjà un pincement au cœur que cette période soit terminée, puisqu'après on va enchaîner d'autres interviews, d'autres intervenants, d'autres sujets, d'autres fréquences, et d'être resté comme ça dans l'univers d'Alexis Ambre, de lire ses bouquins, d'échanger avec elle, de rire ensemble aussi, c'est juste délicieux. J'espère qu'on pourra pendant cette émission vous transmettre ne serait-ce qu'un petit aperçu de cette grande dame et de tout ce qui émane de sa personne et de tout ce qu'elle transmet, ne serait-ce que par sa voix, sa présence. Donc vraiment très très contente de pouvoir vous partager cette pépite, cette rencontre, cette découverte, cette émanation d'humilité, tu l'as dit, de simplicité aussi. Je pense qu'on en parlera aussi pendant cette interview. Donc voilà, très en joie et en énorme gratitude. Je suis très émue de ce que tu dis, touchée, parce que j'ai pas vraiment l'impression d'être tout ce que tu décris. Mais moi, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous et j'aime énormément votre humilité et votre respect des choses, parce que bien souvent, dans les interviews, et c'est pour ça que je ne les accepte pas toujours, c'est que les consciences sont parfois un peu oiseuses et puis tellement traditionnelles que c'est un petit peu difficile d'être simple. Voilà. D'être simple. On va, pour le coup, planter le décor assez simplement, Alexis. Un malaise vagal qui tourne à l'arrêt cardiaque, puis à une mort déclarée, disons les termes. Électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat pendant plus de 3h15, si bien qu'un gendarme ami de ton ex-compagnon s'apprêtait à ranger ton cadavre au frais, à la morgue, si je ne m'abuse. Et puis là, stupéfaction absolue, tu es de retour parmi nous. Je ne suis pas de retour consciente. Le cœur repart seulement. Il est vrai que les gendarmes qui veillaient sur moi, on se connaissait. Je n'étais pas quelqu'un d'anonyme, même si pour avoir vu les gendarmes secourir, les gens, ils sont absolument extraordinaires et je leur tire non seulement mon chapeau, mais eux, comme les pompiers, j'ai une vénération pour eux parce que ce sont des gens d'un courage fantastique. Et donc, quand ils attendaient mon amoureux qui était leur officier et ils le cherchaient et on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas les liens comme avant, il avait sa radio de bord mais il n'était pas de service donc il n'était pas joignable et il ne voulait pas me mettre dans le réfrigérateur sans qu'il m'ait vu sur la table de la morgue. Et alors, il me touchait la carodide, il reprenait les poignets, essayait de chercher le pouls, me parlait. C'est eux qui m'ont raconté ça, parce que moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Et puis,
le cœur. Donc, ils ont voulu faire de moi une belle morte en me croisant les mains avant de rentrer dans le frigo. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un pouls. Alors, sur le moment, ils ont pensé que c'était le leur parce que de prendre un pouls, c'est très, très subtil et ça peut être le nôtre aussi. Hein, donc, il faut faire attention. Ça a été à la vitesse de la lumière. Les pompiers, le médecin pompier était encore dans la cour de la morgue. Donc, ça a été un transport immédiat à l'hôpital. Et puis, 4 jours de coma. Donc, le 4e jour, je suis redescendue et je m'amusais à me balader dans les couloirs de l'hôpital, à regarder, à écouter. J'écoutais les pensées des médecins, des infirmières, leurs problèmes. Et je trouvais ça très rigolo. Et puis, je me suis réveillée comme une poupée Barbie qui dit où sont mes enfants, quelle heure il est. Et là, ça a été l'enfer médical parce que les médecins n'y comprenaient rien. J'étais out, totalement out. Et puis d'un coup, je sais qui je suis, je sais que je cherche mes enfants. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc ça a été un peu terrible. Et c'est vrai que il a fallu aussi que je demande à mon frère cadet, que je fasse prévenir mon frère cadet qui est médecin urgentiste, de me tirer de là le plus vite possible parce que sinon je passais par des tests qui auraient duré pendant des jours et des jours parce qu'il voulait comprendre ce qui m'arrivait. Mais on a fait des tests après avec des copains médecins. Ça, je vous raconterai après. Juste une petite précision, parce que tu racontes ça avec fluidité. Pour nos auditeurs, quand tu dis que pendant ces 4 jours, tu te balades dans les couloirs de l'hôpital, on est bien d'accord, c'est pas ton corps physique qui se promène. Non. D'abord, les 3 premiers jours, non, je suis dans un autre univers. Je discute avec une marraine que j'ai vue. C'est-à-dire que quand mon cœur s'est arrêté, j'avais conscience que j'étais en train de mourir parce que j'ai déjà fait 2 expériences que vous appelez EMI ou NDE. Et il y a un phénomène énergétique qui se produit au moment où ça arrive. C'est indescriptible, je peux pas le raconter, qui laisse entendre que ça y est, quoi, on a débranché la prise, je vais dire. Et puis je suis tombée, paraît-il que j'ai dit à la pharmacienne, parce que je suis tombée devant la pharmacie, appelé les gendarmes, je suis en train de mourir. Je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir dit ça. Et je me suis retrouvée dans une lumière rose. Là aussi, on n'a pas ça ici, donc je peux pas le décrire. Et je n'arrêtais pas de rire. Et je disais, c'est lui qui dit que l'amour vrai n'existe pas, je vais lui prouver le contraire. Et dans cet état d'être extraordinaire, ma marraine, qui est morte, j'avais 10 ans, elle a été le premier chagrin d'une petite fille, parce que c'est elle qui m'avait poussé à faire mon métier qui a été le mien, qui était la décoration. Et elle était devant moi, aussi réelle que je vous entends, aussi palpable que je peux palper Francky à côté de moi. J'ai ri comme une folle en disant, je savais bien qu'on m'avait menti, tu n'es pas morte. Et elle m'a répondu, mais on t'a pas menti, je suis bien morte, mais toi aussi. Et là, j'ai trouvé ça tellement rigolo que voilà, c'était un rire toujours dans cette lumière phénoménale. Et puis elle m'a demandé de regarder. Je me suis vue devant la pharmacie, couchée sur le côté. C'était le marché, donc les gens s'étaient mis en rond tout autour de la vitrine de la pharmacie. Je les entendais penser et ils pensaient oh mais c'est trop bête, elle est jeune, mais oh non mais c'est pas possible. J'ai vu rentrer les 2 confrères de mon chéri dans mon champ de vision, comme si j'étais à 3 mètres au-dessus du sol à regarder ce corps qui était le mien, que je trouvais pas si mal que ça, alors que pendant 15 ans de mariage, mon mari m'a dit que j'étais moche, donc je trouvais que j'étais pas si mal que ça. Et puis ensuite, j'étais touchée parce que les gens avaient de la compassion alors qu'ils n'étaient pas là dans une curiosité morbide. Et j'ai dit à cette marraine, mais ils ne me connaissent pas et pourtant ils ont des sentiments d'amour. Et elle m'a répondu, mais tu sais, l'homme joue très mal son rôle. Et puis, je me suis retrouvée instantanément, mais je dis instantanément, il n'y a pas de travelling, il n'y a pas de choses comme ça, chez mes parents, donc à 800 bornes de là, 800 kilomètres. J'ai vu mon père qui avait eu un accident, qui était couché, j'ai vu ma mère, et puis toute ma vie a défilé devant moi, toute ma vie avec eux, les raisons qui m'ont fait choisir, c'est là que je suis rentrée dans une conscience qu'on choisit sa vie. J'avais choisi ma mère, choisi mon père, ça répondait à tout un tas de questions que je me posais petite fille, parce que j'avais un rapport un peu compliqué avec maman, et je me dis mais pourquoi maman est comme ça avec moi, il doit y avoir une raison. Et là je voyais la raison qui m'était expliquée, tout devenait évident. Je faisais une psychothérapie à la vitesse de la lumière
Et puis après, j'ai vu mes fils qui avaient 8 et 10 ans, qui étaient en train de faire un tennis avec le mari de cet ami qui m'accompagnait à la pharmacie. Et là, j'ai dit, mais j'ai juré devant Dieu, parce que j'ai été chez les bonnes sœurs à coup de trick et pas du tout comme on entend maintenant, une maîtresse donne une fessée à un enfant. Ben, nous, quand on recevait un coup de trick d'une bonne sœur et qu'on se plaignait aux parents, les parents répondaient on vous a confié à elles savent pourquoi. Voilà, donc voilà. Et là, ben, je voyais que c'était pas du tout comme ça. J'ai vu tout ça et j'avais juré que jamais, si je m'arrivait quoi que ce soit, je mettrais mes enfants en pension. Or là, parti de l'autre côté, eh bien, c'était la pension à coup sûr, puisque leur père ne s'est jamais occupé d'eux et quant à ma mère non plus. Donc j'ai dit, je peux pas redescendre. Et ma marraine m'a répondu, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça fait partie de tes choix. Tu peux revenir, mais tu ne seras plus la même si ton apparence reste la même. Et je dis, ah, j'y vais, oui, mais la première personne à apprivoiser, ça sera toi, toute seule, parce que les gens sont hermétiques, ils ne connaissent rien, ils sont enfermés sur eux-mêmes dans des tabous, des idées reçues, des peurs. Je dis, mais c'est pas grave, moi, ce sont mes enfants. Et mon cœur est reparti à ce moment-là, sans aide humaine, juste avant de rentrer dans le frigo, au moment où les gendarmes m'ont croisé les mains pour faire une belle porte. Ah oui, mais alors c'est là où c'est assez effarant parce qu'on parle effectivement de MI ou de NDE, Near Death Experiences, mais ce qui veut dire proche de la mort. Je veux dire, là, c'est pas du tout ce dont à quoi on a affaire. Là, là c'est after death. After death. Oui. C'est après. C'est une expérience vraiment de mort, de vraie mort. Oui, oui. Par la suite, on aura énormément de questions à te poser. Tu as donc publié 3 ouvrages en l'occurrence. Le premier, qui dit que la mort est une fin, donc en 1999, ça a fait suite à cette expérience puisque tu as vécu une expérience qui m'a permis en tout cas moi d'avoir une grille de décodage, une grille de lecture par rapport au milieu spirituel actuel. Bon, Tamara pourra te le dire, on fait face à plusieurs courants de pensée, plusieurs écoles, et il y en a une qui persiste en ce moment, qui a émergé déjà il y a 5 ans, qui prétend que la lumière est un piège, qu'il faudrait absolument pas aller vers la lumière, puisque dans cette même lumière, il y aurait le piège de la réincarnation. C'est associé bien entendu au fait que l'incarnation est une prison en soi, qu'il faut s'en émanciper à travers tous les moyens possibles et inimaginables d'ailleurs. Et c'est là où justement le récit qui est exposé dans ce livre, qui dit que la mort est une fin, ton tout premier ouvrage, c'est la Bible de ma mère, je tiens à le préciser. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Il vient non seulement expliquer l'expérience que tu as vécue factuellement, mais aussi celle que tu as vécue dans l'au-delà, puisque c'est 3h15 suivi après, on va dire, de ce qui s'est passé à l'hôpital, mais pendant ces 3h15, c'est comme si tu avais vécu toute une vie, en fait. Mais non seulement ça, tu sais, Rudy. Non, mais tu sais, depuis cette histoire-là, je suis tout le temps en haut. Je suis tout le temps dans le monde de l'invisible. J'ai beaucoup de mal à m'incarner, on va dire, tu vois. Et je regrette. Il y a des personnes qui viennent pour passer des messages négatifs. Dans le temps, on avait l'Inquisition. Maintenant, il y a toujours l'Inquisition. Il y a toujours des suppôts je vais pas dire de 7 ans, mais il y a énormément de fake news, comme on dit, Et je crois qu'on peut parler des choses à partir du moment où on les a vécues. J'entends beaucoup, tu sais, les flammes jumelles, les ascensionnés, les machins comme ça. Il y a rien de tout ça. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus vrai, c'est tellement plus pur que tu te dis, voilà. Mais bon, tu sais, la Terre est une école et puis on vient faire une expérience dans l'ego, c'est ce que j'explique. Et puis il y a les faux prophètes et les vrais prophètes, voilà. C'est comme ça. Et ta marraine te l'avait dit, tu reviendras avec des capacités exceptionnelles. Oui. Ce qui est le cas, tu vois les auras, tu arrives à percevoir les organes, bien entendu, tu peux lire dans les pensées. Tu es en contact avec les défunts également. C'est un peu compliqué, un peu difficile à expliquer, mais tu vois, par exemple, quand je suis en présence de personnes qui ont perdu quelqu'un, le quelqu'un en question, je le vois, mais je le vois d'une autre vision. Je peux le décrire, je parle de son caractère, etc. Il est à côté de moi et on fait un échange à 3 ou à 4. J'ai pas besoin de partir en transe. Je passe le message qui m'est transmis directement à la personne et je peux pas l'inventer. Il en va de même, tu vois, pour un diagnostic
enfin mon fils est urgentiste, mon frère est urgentiste, je fais partie d'un monde de médecins et moi je suis la folle de Chaillot par rapport à ça. Et mon fils dit mais on a fait 12-15 années de médecine et toi t'arrives en 2 secondes tu nous fais un diagnostic. Et tout récemment j'ai un de mes amis médecins qui m'appelle en me disant c'est un grand spécialiste et en se faisant un examen perso il découvre qu'il a des masses au ventre alors qu'il est gastro. Il me dit écoute je t'appelle parce que je dis non mais écoute c'est plutôt kystique mais ça risque de basculer, vaut mieux que tu te fasses enlever ton bout d'intestin. Puis ça part comme je te parle à cet instant, tu vois. Il m'a dit bon je fais mon scan, je te tiens au courant. Puis il m'a rappelé en me disant t'avais raison, c'est bien kystique mais il faut l'enlever parce que il y a effectivement un risque de bascule, donc je me fais opérer, etc. Et je le dis comme je te parle à cet instant, je ne cherche même pas à savoir d'où ça vient, pourquoi, qui c'est comme ça, et je n'ai aucune prétention par rapport à ça, et parce que ça ne m'appartient pas. Et je vais pas dire j'entends, on me transmet, non, ça part directement. C'est vrai que si je veux voir les morts, je les vois. Je peux me retrouver dans des situations comme je vis l'histoire. Tu vois, là, je termine un livre qui devrait paraître au mois de septembre l'année prochaine. C'est l'histoire de l'Atlantide. On raconte comment et pourquoi, etc., etc. Mais on m'a raconté ça à l'époque, il y a tout est début, quoi, puisque j'avais 42 ans, j'en ai 83. Donc tu vois, ça fait 40 ans, j'avais vu ce message sur l'Atlantide et je raconte comment, quoi. Est-ce que ce sera encore sous forme de roman comme Joseph et Emmanuel le Nazoréen? Il y aura 4 phases. Il y a un premier donc qui explique ce qu'était l'Atlantide, sa géographie, les habitants, qui ils étaient, etc. Ensuite, j'intègre dedans donc un roman parce que évidemment, si ça ne reste que géographique, tu fais 40 pages, quoi, c'est tout. Donc il fallait apporter la vie des personnages, donc rentrer en contact avec ces personnages qui sont venus me parler, qui m'ont expliqué comment ils avaient procédé, ce qui s'était passé, etc., etc. Et c'était difficile pour moi parce que l'Atlantide était une île extraordinaire et qui a été envahie par notre civilisation à nous. On continue toujours de faire les mêmes bêtises et les mêmes guerres et les mêmes violences et la même ambition de pouvoir, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal à écrire les guerriers qui rentrent en Atlantide, qui étaient des avatars, des êtres qui étaient réalisés, qui avaient atteint leur but. Et j'ai demandé à mon fils cadet, qui est journaliste, mais qui est aussi écrivain, scénariste, etc., de m'aider à personnaliser les envahisseurs. Je pouvais parler des Atlantes parce que c'est des êtres qui parlaient à la lumière, voyager dans la lumière. Voilà. Donc la première partie, c'est ça. Donc il y a une petite histoire dedans qui amène la fin de l'Atlantide. Il y a eu 2 fins dans l'Atlantide. Il y en a une première il y a 15 000 ans, il y en a une deuxième il y a 8500 ans. Et puis j'ai travaillé pendant des années sur la géographie sacrée de la Terre avec des chercheurs qui bien évidemment n'étaient pas français parce que le français il sait mieux que tout le monde, donc il cherche pas, il y a ses certitudes. Cherche. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais est-ce qu'on t'a parlé de l'Atlantide, etc. Donc j'ai dit oui, j'ai eu des écritures, mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Et quand j'ai montré ce que j'avais reçu, ils m'ont amené des éléments qui arrivaient des États-Unis sur je te raconte pas le livre, hein, parce que voilà, et qui confirmaient pratiquement point par point ce qui m'avait été expliqué. Donc à chaque fois que je suis dans un phénomène qui arrive comme ça, quelques jours après, j'ai la preuve, j'ai l'évidence, j'ai la réponse. Et ça, c'est assez génial. Mais j'y peux rien. C'est comme ça. Je sais pas. Et c'est assez magique. Voilà. Pour moi, je m'émerveille à chaque fois et je remercie à chaque fois. Donc d'aller dire que c'est satanique, oui, on s'incarne, oui, on a des vies antérieures, oui, la Terre est une école et on n'est pas obligé de venir à cette école, on vient se confronter au malin. Et la deuxième partie du livre, c'est ça, c'est l'explication des cycles de la vie, des raisons qui nous amènent sur Terre, comment et pourquoi. Et puis la dernière partie, c'est un petit, comment dirais-je, une petite histoire qu'on nous a racontée alors qu'on descendait en voiture de Paris vers la Maison des Landes, et une petite histoire d'un petit Atlante qui est tellement jolie que pour clôturer le bouquin, on fait cette petite histoire pour les enfants. D'accord. Voilà, donc on raconte, si tu veux, la Kundalini de la vie, le caducée de la vie, avec les étapes, les raisons qui nous amènent là, le pourquoi du comment. Et c'est assez génial, je dois dire, parce que là, on comprend tout.
C'est en tout cas très intriguant, ça me passionne. Je sais que donc tu as fait initialement 3 ouvrages, on vous les remet à l'écran. Donc le tout premier qui dit que la mort est une fin, on va se focaliser sur cette histoire principalement, mais il y a aussi J'ai oublié mon sac sur la Lune qui est paru le 3 février 2017, dans lequel tu retraces un petit peu aussi. Alors tu réponds à cette question déjà principalement, est-ce qu'on a le choix de venir s'incarner, oui ou non? Parce que ça c'est une grande question en suspens aussi. On n'est pas obligé, c'est-à-dire que ce que j'explique, tu as dû le trouver dans le livre, ce que j'explique, c'est que l'esprit est il fait partie de l'univers, on est atomique et on compose cette lumière, on compose cet univers et on voyage. Quand on regarde la poussière dans un rayon de lumière, quand la lumière est allumée, on voit une spirale, il y a une respiration. Et l'univers est ascendant et descendant, il est infini, il n'en finit pas, etc. Donc cette particule de lumière que nous sommes, ce yin et yang que nous sommes, en un, voyageant dans l'univers, revient régulièrement à la source et un jour la source, parce que la source, on n'appelle pas Dieu, on n'appelle pas Jéhovah, Vishnu, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas tous ces rituels, ça, c'est papa-maman, on va dire, tu vois, qui nous dit, et pourquoi tu n'irais pas visiter la Terre? Mais pourquoi la Terre? Mais c'est quoi la Terre? La Terre, c'est l'infiniment petit de l'infiniment grand. Et pourquoi tu me proposes d'aller là? Parce que tu voyages dans l'univers qui n'a pas de dimension, et la Terre étant l'infiniment petite, tu pourras peut-être faire une idée de ce qu'est l'univers. Oui, mais pourquoi tu me proposes ça? Parce que c'est une école très particulière, héroïque, parce qu'elle est extrêmement difficile. C'est le seul moment où l'esprit, qui a toute la liberté, se permet de rentrer dans un scaphandre pour arriver sur Terre, parce qu'elle est tellement petite, tellement étroite, il y a une telle densité qu'il a besoin d'un scaphandre qu'on appelle un corps pour rentrer dans le décor. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que fait? Si tu veux y aller, tu vas choisir un itinéraire, tu vas choisir un scénario, parce qu'en même temps, la vie sur Terre, c'est une expérience, c'est Koh-Lanta, quoi. Donc, il y a des petites âmes, des grandes âmes, et les petites âmes ont essayé de faire des croche-pieds aux grandes âmes. Les grandes âmes, on essaiera de les faire taire parce qu'elles dérangent, parce qu'elles sont trop bien, etc., etc. Tu vas apprendre l'ego. C'est quoi l'ego? C'est le petit moi. Ah bon? C'est quoi le petit moi? Faut y aller pour savoir. Et comme l'esprit est grand, comme l'esprit fait partie de l'univers, sa curiosité dit mais pourquoi tu m'envoies là? Parce que si c'est l'infiniment petit, c'est un jardin, il faut l'entretenir. En même temps, sur cette planète, tu as tout ce qui existe, qui a été créé, qu'on a matérialisé et qui est matérialisé sur Terre, fleurs, fruits, arbres, insectes, etc., etc. Alors tu vas là et puis tu deviens jardinier, c'est le symbole du jardin d'Éden. Ah, alors Ryan, Tamara, Alexis, on dit allez, on descend ensemble. On va se faire donc un programme. À un moment donné, on mettra peut-être le rendez-vous qu'on s'est donné aujourd'hui en disant quand tu feras ça, on fera ci, on fera ça. Mais on oublie parce que le comédien, quand il est sur scène, il n'a pas son scénario dans les mains. Il va continuer de jouer normalement son rôle et quand il aura fini, puisqu'il sort de scène, c'est ce qu'on appelle la mort. En sanskrit, mort veut dire vie. Donc il sort, il rentre à la maison et là il va regarder ses rushs et puis il va dire oh là là mais j'ai joué comme une patate et tout le monde va lui dire là-haut accueilli comme un héros, même le pire des assassins, dire mais non, t'avais choisi de devenir un assassin, t'avais choisi de devenir ceci, t'avais choisi de devenir cela. Ah oui, mais alors attends, comment je peux faire moi là parce que j'ai mal joué, j'ai improvisé, j'ai amené les gens dans des situations très compliquées et je les ai. Attends qu'ils reviennent à leur tour et puis vous déciderez si t'as envie de revenir avec le même acteur, si t'as envie de jouer avec le même acteur, puisque c'est un jeu de rôle. La vie sur Terre, c'est Koh-Lanta, c'est Fort Boyard. Rien ne nous oblige de nous inscrire à Fort Boyard. Moi, jamais je ferai Fort Boyard, et pourtant, j'ai fait la vie sur Terre. On retourne à la maison tous les jours, toutes les nuits. Je vais te citer. Oui. Toutes les nuits, nous sortons de notre corps pendant la phase des 2 heures de sommeil profond. Nous allons nous ressourcer. Oui. Nous ne pourrions jamais vivre notre quotidien si nous n'avions pas cette faculté d'aller à la maison. Quand nous dormons, ne dit-on pas « la nuit porte conseil ». Doutons-nous cet adage de nos grands-mères et elles, d'où le tiennent-elles? La terre voit le soleil se lever en est, se coucher en ouest. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi la moitié de notre belle planète dort pendant que l'autre vit. La nécessité du sommeil pendant la nuit permet à l'homme de retourner à la maison. On décolle, on revient, on décolle, on revient. Les gens dormant le jour n'ont pas la même qualité de sommeil et présentent bien souvent des troubles nerveux et une difficulté d'adaptation au monde diurne. Si l'on regarde la Terre avec recul, on constatera que la moitié de son hémisphère jour vit
L'autre hémisphère, nuit, dort. Puis celle qui dort se réveille pendant que l'autre s'endort dans un mouvement de va-et-vient rythmé comme une respiration. C'est assez parlant et quelque part on est tous, on n'est pas enfermés. Pour ceux qui parlent, bon, c'est la théorie de la planète école, de la Terre école et de la Terre prison. Voilà. Si tu dis donc c'est Terre école, tu peux concevoir aussi que c'est une immense cour de récréation avec des milliards d'individus. Il y a trop d'individus sur Terre. Dans ces milliards d'individus, il y a des jeunes âmes qui viennent à peine d'arriver. Donc elles veulent tout de suite, etc., comme un enfant capricieux. Et puis donc il y a aussi des instituteurs, des professeurs agrégés. Il y a des petits élèves, des grands élèves et des moyens élèves. Nous, on se dispute à être tous en même temps dans la même cour de récréation, alors qu'en fait il y a des niveaux de conscience différents, d'évolution différentes. Plus une âme vieillit et plus elle a de tolérance, de compassion, d'écoute. Et bien souvent, elle devient l'ennemi numéro 1 de ceux qui veulent dominer le monde. Et quand tu me disais tout à l'heure que certaines personnes parlent d'une façon extrêmement noire du monde dit de l'invisible, c'est triste. Et ceux qui entendent ça, le jour où ils meurent, on meurt dans la forme pensée qu'on a émise toute sa vie. Donc, étant persuadé que c'est le diable, on va rester diable. Quand quelqu'un quitte la Terre, par exemple, on a eu des attentats terribles. Je ne cite pas les noms des attentistes, mais ils pensent retrouver les 25 000 vierges manquantes à leur prière. Ils seront en enfer, ils erreront pendant des siècles et des siècles. Et les âmes qui errent, parfois se réincarnent parce que maintenant on fait des bébés éprouvettes, donc on se pose même pas la question de savoir qui on va incarner. Et l'enfant, une fois qu'il devient grand, reprend le rôle qui était le sien parce que il était resté en attente dans ce monde intermédiaire où il n'avait pas compris. Et ça, c'est difficile à faire entendre aux gens, tu vois, parce que tout de suite on va dire, ouais, mais t'es castratrice. Non, c'est qui. Tout récemment, j'ai une jeune femme qui était venue me voir, envoyée par un toubib. Elle a 28 ans et depuis sa naissance, elle était sous contrôle médical. Elle ne dormait pas. Bébé, elle ne dormait pas. On lui donnait des barbiturates. Et elle souffrait tout le temps, elle pleurait tout le temps. Donc, le toubib me l'envoie. À 26 ans, elle me dit, mais quoi? Et instantanément, je lui ai dit, mais vous étiez à Auschwitz. Et elle me dit, mais toutes mes visions sont effectivement dans les camps de concentration. Et je dis, oui, vous étiez à Auschwitz, vous étiez une Américaine, vous étiez une chanteuse, j'adore chanter, voilà, et j'ose pas chanter. Vous étiez en tournée en France et vous avez pris dans une rafle, et puis vous avez tenu la tête à vos capots, et dans un, vous a envoyé une rafale de mitraillette dans les tripes, et vous êtes tombé, vous avez agonisé pendant des heures. Et dans l'agonie, pendant des heures, on meurt dans la forme pensée qui est celle du moment. Or, elle était dans l'agonie, elle est restée dans l'agonie depuis plus de 75 ans. Voilà. Je dis donc maintenant, je vais vous aider à retrouver votre guérison, parce qu'en général, quand on quitte la Terre, on rentre dans la lumière. Notre âme a été blessée de tous nos chocs émotionnels de la vie. Si tu as vu dans le bouquin, j'explique ce qu'est l'âme avec les 12 corps. On a un corps physique, on a un corps éthérique et on a 10 corps subtils. C'est ça l'âme. Et sur cette disquette sont inscrites toutes nos vies, toutes nos blessures, tout ce qu'on a vécu d'avant, qui sont rustinées, je dis rustinées pour expliquer que on ne peut pas se réincarner si on n'a pas été soigné. Elle n'avait pas été soignée, donc je la soigne. Et puis elle me dit, mais alors, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Pourquoi je me suis incarnée? Je dis, parce que vos parents ont fait une FIV. Elle me dit, oui, je suis née d'une FIV. Et je l'ai pas inventé et elle me l'avait pas dit. Elle m'a appelé 1 mois et demi après, elle dormait comme un bébé et elle avait plus mal au ventre. Donc, on avait fait ce qui était nécessaire. Il y a beaucoup de choses là dans ce que tu nous témoignes, parce qu'on a aussi cette notion que tu évoques dans l'ouvrage d'une planète Terre qui a atteint un petit peu son niveau d'obésité, on va dire, pour ne pas parler d'une obésité morbide. Il y a trop de monde sur la planète. Ça interpelle ce genre je crois qu'on peut tous un petit peu le sentir, hein, sans jeter les pierres. Mais du coup, il y a pas un garde du corps à l'entrée? Tu rentres pas, basket interdite, tout ça. T'as ton libre arbitre, tu vois. Tu viens. L'univers le monde de l'univers est tolérant, pacifique, plein d'amour. L'enfant qui veut vivre une expérience, on l'avertit, il y va quand même, tant pis pour lui. Là, il y a une surproduction. Donc, dans toutes ces amérantes, les guerres sont faites pour ça, malheureusement. C'est-à-dire que
il y a eu la guerre 1780, 80 et quelques, la guerre de 1800, je sais pas, il y a toujours des guerres qui sont là pour nettoyer la planète. Et puis tu as des êtres qui s'incarnent pour déclencher les guerres. Quand tu penses qu'à Hitler, il a plus de 20 millions de morts à son actif, Mao Tse-tung tout autant, tous ces grands prédateurs ils sont venus dans un rôle de détonateur pour nettoyer la planète. Je crois qu'on s'auto... Mais là, il y a un dépassement à travers cette mentalité judéo-chrétienne qui dit « Ah oui, mais touche pas à mon poste, ça se fait pas, etc. » Voilà, donc, ça serait quoi finalement pour alléger un petit peu? Ça serait, on peut souhaiter quoi cet avenir pour l'humanité? Ça serait d'être suffisamment conscient pour co-créer et procréer en conscience. Voilà, tu vois, bon, ce qui existe. Ce qui serait important déjà aussi, c'est dans la culture, dans l'éducation. Pendant des siècles et des siècles, on nous a instauré le Christ est mort pour expier nos péchés, etc. Comment veux-tu que les gens trouvent leur paix? Quand je vois toutes ces religions, tous ces rituels, tu vois, hier j'étais avec les gens d'Amazonie, les peuples racines, etc., avec leurs rituels religieux. Ce besoin que l'on a de remonter vers la lumière en permanence, c'est en soi, puisque on a besoin de papa et maman. Enfin, bon sang, on a besoin de câlins, on a besoin d'être rassuré, etc. Alors, on va vers ceux qui parlent du bon Dieu, quelle que soit la forme, quelle que soit, voilà. Mais et puis alors, on a besoin de manifester, figurer la personne de Dieu par des totems, par tout ça. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le bouquin sur l'Atlantide, alors que les Atlantes communiquaient avec l'univers. Le but de l'incarnation, c'est de fermer la lampe d'Aladin et de mettre un gros couvercle qu'on appelle mental, et au fur et à mesure de nos efforts terrestres, c'est de soulever le couvercle progressivement pour retrouver la lumière en toute conscience. Le travail de la vie sur Terre, des hommes de la Terre, c'est d'atteindre ce que le ciel m'a permis d'atteindre par cette mort. Voilà. On devrait tous être comme moi. Alors, moi, Alexis, j'ai une question qui est un peu contradictoire. J'avais lu le bouquin à l'époque. J'ai un passif dans le domaine de la dissidence, principalement. Donc, j'ai beaucoup étudié l'ésotérisme, oui, la symbologie et notamment la politique et la géopolitique. Quand j'ai vu à la fin du bouquin, justement, qu'il t'avait été dit que la Terre devait dégonfler sa masse, oui, qu'on devait faire face à une désincarnation de masse pour alléger celle-ci, ça m'a fait penser au nouvel ordre mondial, principe eugéniste, au principe darwiniste. Oui. Et à ce moment-là, je me suis un petit peu rebellé contre ma mère en lui disant « Mais comment ça? Je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec tout l'ouvrage et à la fin, mais non, elle rejoint leur plan, leur agenda. » J'étais indigné par rapport à ça. Je pense que tu as déjà eu vent de cette théorie, notamment inscrite sur les Georgia Guidestones, maintenir la population mondiale sous un seuil de 500 millions d'habitants. Non, pardonne-moi de te couper. Ce que j'essaie de te dire justement, c'est que même s'il y a une surcharge pondérale de la Terre, comme le disent là-haut, on peut très bien vivre avec son poids à partir du moment où on accepte son poids et à partir du moment où on lâche prise par rapport à tout ce que l'on vient de dénoncer actuellement. On peut vivre en harmonie tous, mais on est en permanence. Tu vois, hier justement dans cette exposition où j'étais avec mon éditeur pour voir tous ces gens racines, c'est la compétition de celui qui sera le plus grand chaman, qui sera le plus grand ceci, qui sera le plus grand cela. Tant qu'on aura cette compétition, cette concurrence dans le comportement, on surchargera la Terre même de pensées négatives, parce que dis-toi bien, c'est qu'une forme pensée devient une entité réelle qui dure aussi que la pensée est émise. Oui. Tu t'imagines le nombre de diables autour de la tête. Donc tout ça, ça se matérialise au travers des comportements. Mais si le comportement change, on n'a pas besoin d'éliminer le monde. On n'a pas besoin. La Terre est suffisamment accueillante pour accueillir tout le monde à partir du moment où tout le monde est positif. Tu comprends ce que je veux dire? Or, nous, on ne fait que des dégâts. Quand tu regardes partout sur la Terre, tout est dégâts. Tout est dispute, tout est combat, tout est concurrence, tout est compétition. La simplicité, ils savent pas. Personne ne sait. Si tu as bien lu le texte, parce que je le connais par cœur à force de l'avoir répété, votre terre souffre de vos morts, vos mots, vos hésitations, votre vulgarité, votre manque de respect, votre intolérance, votre barbarie. C'était dit comme ça. Et elle va réagir par paliers parce qu'elle en a marre. Elle secoue ses épaules, donc elle va faire des tremblements de terre, des raz-de-marée, des tempêtes, ce qui est en train de se produire. L'homme va être pris à son propre piège. C'est lui qui se met à son propre piège. Mais s'il réfléchit, tu vois, c'est comme une dame un jour qui vient me voir parce que sa maison avait été inondée en Vendée, en disant oui, mais alors comment ça se fait que ma maison a été... je dis mais parce que vous avez demandé un permis de construire dans une zone inondable et que vous avez accès.
Ben, c'est ça la vie sur Terre, tu comprends? Donc non, on n'est pas obligé d'éliminer toute la Terre, contrairement à ce que le darwinisme, tout ce que tu voudras. Non, non, ça fait partie des théories. Non, il n'y a pas de complot, même s'il y a des complots, parce qu'il y a effectivement, comme cette personne dont tu parles et qui dit que du négatif, ben il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas, puis voilà, c'est tout. C'est une autre politique, on va dire. Ça me fait vraiment penser à cette notion d'expérience, quoi. Planète Terre, planète école, planète d'expérience. C'est-à-dire que ce dont on n'a plus conscience, on va devoir le vivre dans la matière. Peut-être pour remonter après avec un petit peu plus de conscience et se dire, bon, alors prochaine fois, je vais jouer ma scène différemment. Et on peut extrapoler sur plein de sujets différents. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui arrivent. Alors, on parle de transgénérationnel, on parle des enfants qui sont pas désirés, des enfants issus de viol, des enfants issus de bourre, qui arrivent déjà avec des valises tellement lourde que on sent cette notion de falloir vraiment prendre conscience. Mais on peut aller aussi sur la notion de la santé. Je sais que c'est un sujet qui te touche aussi avec bon c'est sachant là. C'est cette partie-là qui sait dans son mental et qui ne ressent plus. Et on est aussi en train de faire cette expérience en même temps sur Planète Terre, dans cette humanité de à qui on donne pouvoir, comment, pourquoi, et comment est-ce qu'on traite la maladie, comment est-ce qu'on traite la santé, comment est-ce qu'on traite un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. On en est encore au balbutiement, oui. Donc on voit bien que cette humanité, elle est encore en train d'apprendre des leçons de maternelle, si je peux le dire comme ça, enfin vraiment des basiques. Et elle est assez moutonnière, hein, faire un effort, les gens n'aiment pas trop faire des efforts. Il y a un manque total de culture, un manque total d'enseignement. Tu vois, moi je suis vieille, hein, maintenant 83 ans, ça commence, c'est ce que me disent mes petits-fils. Hein. Tu devrais bien te mettre à l'ordinateur, Ninou, parce que c'est vous les vieux. Je lui ai répondu, petit crétin, et je suis polie. Est-ce que c'est toi qui as créé l'ordinateur, le téléphone portable ou les vieux? Il m'a répondu, ah ben oui, j'avais pas réfléchi à ça. Ça fait partie de l'exemple. C'est-à-dire que beaucoup ne veulent pas faire d'efforts. Et on en revient, tu vois, à toute cette éducation religieuse, quel que soit le dogme, hein, parce que voilà, c'est avec ces interdits, machin. On a enfermé l'homme dans sa lampe d'Aladin. Ceux qui savaient lire et écrire et compter dans le temps, eh ben, étaient écoutés. Tu avais les écrivains des rues qui allaient te faire tes courriers, etc. Et les gens ne savaient pas lire et écrire et compter. Donc, ils comptaient sur celui qui avait minimum de culture. Bon, et ces gens qui avaient un minimum de culture se sont rendus compte que ça leur donnait un pouvoir extraordinaire au travers de l'ego. Donc, ils ont créé les religions avec toutes les interdictions. Il y a qu'à faut pas oublier que la religion catholique est basée sur le Second Testament et que ce Second Testament a été écrit en 333 au Concile de Nicée. Mais qui le sait ça? Et que c'était tout un tas de mystiques qui étaient les uns antoinistes, les autres marquistes, les autres pierristes, les autres machins, et qui parlaient de Jésus à chacun à sa manière. Et le roi Constantin, qui était donc le roi de Turquie, que l'on disait le premier roi qui a été baptisé, alors ce qui était faux, il était totalement agnostique, mais encore une fois, ça c'est une question de connaissance, avait dit, mais vous commencez à m'embêter, vous parlez toujours du même homme, du même Messie, et vous êtes jamais d'accord, alors mettez-vous d'accord, entourez-vous. Alors ils sont installés autour de la table en 330, ils ont mis 3 ans pour pondre le Second Testament avec tout un tas d'histoires qui étaient fausses. Et les gens se sont pliés à ça parce que eux avaient la culture, alors que eux, les autres, ils se prenaient pour des crétins. Pardon par rapport aux crétins, j'aimerais te citer parce que je trouve cette phrase délicieuse. Mais c'est vrai, quoi, quel est ce besoin permanent d'intellectualiser la vie de l'esprit, ce besoin de prendre les hommes simples pour des crétins, ce besoin de faire référence à, là au moins c'est sérieux. Messieurs, mesdames, vous nous fatiguez. Nous les crétins, nous avons un cerveau comme vous, un corps qui souffre autant que le vôtre, des problèmes de fin de mois, des grossesses difficiles. Mais nous avons une chose que vous avez perdue en cours de route. L'amour, la simplicité d'être, la puérilité, l'émerveillement. Alors là, en 4 mots, on a presque le mode d'emploi finalement de la vie sur Terre. Amour, simplicité, puérilité, émerveillement. Voilà. Sincérité aussi, tu vois. Quand j'ai des patients qui viennent et que une fois qu'on a terminé notre travail, on se quitte, on s'étreint. Et la plupart des personnes disent, mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'étreindre, de s'embrasser. Je renais, on m'a jamais embrassé comme ça. Je vais voir des psys, je vais voir des psychiatres, etc. Et bon, bah le psychiatre, il s'assoit dans son fauteuil, il prend son bloc-notes et il attend que l'autre parle. Mais qu'est-ce qu'il apporte comme solution?
Et les gens ont besoin d'étreinte, ils ont besoin de rire. On a oublié tout ça. Hein. Je crois que c'est compliqué d'être simple, quoi. Ça a l'air. On a besoin aussi de conscientiser un maximum tout ce qui est évoqué dans cet ouvrage, pour moi, qui est ton ouvrage, un des ouvrages les plus importants. Bon, tu citais aussi un petit peu le Concile de Nicée, alors on vous renvoie aussi vers le livre Joseph Emmanuel le Nazoréen, qui est une histoire, une romance revisitée de l'histoire de Jésus. Hein. Alors d'abord que je vous explique aussi, Joseph Emmanuel a été écrit en écriture automatique la nuit, parce que ça fait partie aussi de mes aventures extraterrestres. Je suis réveillée la nuit, enfin je suis dans un demi-sommeil et ma main part en écriture mathématique et ça parle, et quand c'est fini, je lâche le crayon et je m'endors et c'est que le lendemain que je découvre tout cela. Joseph Emmanuel a commencé comme ça, j'avais écrit à peu près une centaine de pages et puis j'ai mis ça dans un tiroir. Je te dis, j'ai commencé il y a 30 ans, quoi. Voilà. Donc j'ai mis ça dans un tiroir. Puis j'ai un de mes amis avec qui j'ai travaillé, qui était le bras droit de Françoise Dolto. J'ai travaillé beaucoup avec les assistants de Françoise Dolto sur les enfants, leur façon d'être, etc., etc. Et il est venu passer quelques jours à la maison et puis je sais pas, on est venu à parler des religions, du Christ, etc. Puis je lui ai dit, mais moi j'ai écrit des trucs. Mais je veux lire ça, je veux lire ça. Et quand il a lu les pages, il m'a dit, ça s'était arrêté. Hein, j'avais écrit un nombre de pages puis plus rien. Et il m'a dit, mais ça, c'est la véritable histoire de Jésus racontée aux enfants, ce que ça serait bien, etc., etc. Oh, si voilà. Et puis il y a 10 ans, l'écriture est repartie. Au moment où l'écriture est repartie d'elle-même, et puis mon ancienne éditrice m'a présenté un nouvel éditeur qui savait que j'avais écrit quelques pages sur Jésus, et me dit mais moi je vais l'éditer, moi je vais le faire, etc., etc. Et donc j'ai mis le titre que Joseph Emmanuel, voilà. Et là on doit le rééditer parce que on veut mettre Jésus dessus, donc on est en train de chercher le titre qui pourrait définir que Joseph Emmanuel était le vrai prénom de Jésus, qui est la vérité, parce qu'il s'appelait Joseph Emmanuel, il ne s'appelait pas. D'abord Jésus, ça veut dire celui qui vient, hein. Donc c'est pas un prénom. Et voilà. Et puis ce que j'explique aussi. Il n'était pas juif, il venait de Mésopotamie, il faisait partie de la tribu de David, il était roi, c'était une grande, grande tribu, et son conflit avec les juifs venait du fait qu'il n'était pas juif. Et tout est là, mais bon, alors c'est vrai qu'on ne sait rien de Marie, on ne sait rien de sa vie, alors c'était un... Et tu vois, là, j'ai sous le nez parce qu'ils m'ont demandé pour pouvoir rééditer avec un autre titre, un avant-propos, puisque en fait on ne sait pas effectivement, comme tu le dis, c'est justement que c'est Jésus, où j'explique que on m'a livré la famille de Jésus, son ascendance, son sang royal, les traditions respectées par des mariages. J'ai cherché moi aussi, parce que si toi tu as fait des recherches sur le passé, le mariage chez les Juifs et chez les gens de Mésopotamie, la tradition était respectée. La fille, on l'a mariée, elle connaissait pas son mari nécessairement, elle était voilée comme chez les Arabes encore maintenant, hein, donc elle était voilée. Et puis c'était la femme qui avait été choisie par les parents des deux côtés, voilà. Et le premier mariage c'était en septembre, à l'équinoxe d'automne, hein, parce qu'on respectait aussi les traditions du temps, des saisons. Et donc l'automne, c'est là où les arbres perdent leurs feuilles, hein, et c'était premier mariage qu'on appelle chez nous maintenant les fiançailles, parce qu'on a adapté nos cycles à ces cycles-là, mais on les a nommés autrement. On se mariait en décembre à l'équinoxe d'hiver, là où la nature dort, mais va germer au printemps, et germer au printemps on fait un enfant. Ah. Donc c'était comme ça la tradition. Seulement quand le mariage se produisait, la conclusion du mariage
avec l'hymen prouvé. Les rois de France se sont basés là-dessus, sur l'hymen prouvé. C'était basé sur les traditions juives de longtemps, juives et ancestrales même d'Asie mineure. Le sang de l'hymen prouvé démontrait qu'elle était vierge. C'était 1 an après. Pendant 1 an, ils étaient mariés, mais ne vivaient pas ensemble, ne dormaient pas ensemble, parce qu'ils éprouvaient leur couple. Donc j'ai cherché après, j'ai demandé à des rabbis, etc. Et c'est exactement comme ça que ça se passait. Donc moi je l'ai pas inventé, quoi. Oui, un grand pavé dans la mare. Donc les tribus des régions précipitées avaient leurs propres règles, leurs religions, leurs rites. Les chefs de tribus se disputaient leurs petits pouvoirs. Les religieux extrémistes, comme le font toutes les églises maintenant, imposaient leurs désirs au nom de Dieu. Pouvoir contre pouvoir, éternelle bataille. La tribu la plus renommée était celle de la maison de David. À sa tête régnaient Anne, Marie et Joachim. Tu parles de leur enfant, tu revisites, j'ai envie de dire, tu expliques l'histoire qui t'est apparue lors de cette écriture automatique. Et c'est aussi donc ton dernier ouvrage paru en 2020, donc ça fait un petit bout de temps. Tu as eu cette écriture automatique 20 ans avant et tu t'es lancé bien plus tard après dans la rédaction de cet ouvrage et tu as réitéré l'expérience sur les Atlantes, à notre grande surprise, ce que je ne savais pas. Oui. Et ça, c'est... Non, attends, là j'ai terminé les dernières corrections. C'est du boulot, d'écrire un livre. Je voulais revenir un petit peu donc sur ton premier ouvrage qui dit que la mort est une fin, pour reparler encore de cette conscientisation. On aimerait apporter un message à notre auditoire aujourd'hui, tous les internautes qui nous suivent. Certains sont dans le doute. On s'adresse beaucoup à une majorité d'indécis. Alors, par rapport à la pensée notamment, je vais te citer celui qui accomplit sa vie dans la perpétuelle insatisfaction, dans la déprime, dans la violence, dans le matérialisme ou autre, et ne croyant qu'à cela, restera dans cette obstination de pensée. Dès l'instant où la mort nous ferme les yeux sur le monde palpable de la terre, on est vivant dans l'entre-monde. Aucune conscience de la différence d'état, ni recherche, ni interrogation par rapport à un changement d'être. On est vivant dans le caractère qui était le nôtre pendant notre vie terrestre. Ainsi, celui qui ne croit pas aux anges ne verra pas ceux-ci lui tendre les bras. Il les ignorera comme il ignorait la foi. Un entêté, un alcoolique, un drogué, un pleurnichard, un suicidaire resteront dans la drogue, les brumes de l'alcool, l'entêtement généré par leurs pensées. Chacun restera accroché à sa forme pensée et cela peut être pendant des siècles. Et c'est là ta fonction première, je dirais, moi, de ce que j'en ai ressenti quand tu es revenu. Et c'est hallucinant, il y a des anecdotes qui sont très marrantes. À un moment, tu as eu affaire, parce que tu as été voir beaucoup de lieux hantés, tu as eu des cas de possession assez marquants, j'ai envie de dire. Oui. Notamment un avec un bourreau, et ça m'a fait rire. Cette entité qui s'accrochait et qui ne partait pas. J'imagine que d'autres personnes avaient essayé avant toi. Toi, tu es arrivé, tu as été le voir et tu as joué son jeu dans le rôle, dans le contexte, et tu l'as dit que je crois que son seigneur l'attendait un peu plus haut vers la lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant la question que tu poses. On parlait tout à l'heure donc de mourir dans la forme pensée qu'on avait émise toute sa vie. Donc si la personne reste la tête dans le guidon, elle reste la tête dans le guidon. Donc elle ne sait pas qu'elle est morte déjà, puisqu'elle est vivante. On est vivant. Donc c'est ça le difficile à intégrer. On est vivant, complètement vivant. Et on entend tous les gens qui sont autour de nous, de la famille, qui râlent après nous, qui pleurent après nous. On assiste aux enterrements, à tous ces machins-là, et on dit, mais attends, je suis là, mais qu'est-ce que vous faites, mais pourquoi, machin. Et puis là, du coup, si par exemple t'es pas aimé, on dit, bah oui, je continue à pas être aimé, ils m'écoutent pas, je suis pas là, etc. Donc, ils sont toujours dans l'état d'être qui était le leur au moment de la mort. Donc quand je pars de l'autre côté, je ne suis plus Alexis Ambre, je suis une entité. Et du coup, je vais m'habiller de la couleur de ce qu'ils sont capables d'entendre. Par exemple, j'ai expliqué à plusieurs personnes, vous rentrez dans un restaurant, il y a un bar devant vous et vous allez demander un petit café avant d'aller travailler le matin. Ce que vous ne voyez pas, ce que je vois moi, c'est tous les alcooliques qui sont morts d'une cirrhose du foie après avoir bu pendant tous les matins leur petit kir ou leur petit armagnac ou cognac et qui sont morts et qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils sont toujours au bar, mais vous ne les voyez pas. Moi, je les vois. Ils sont tous agglutinés au comptoir. Oui, agglutinés au comptoir, exactement. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'arrive? Même si je ne fais pas de manifestation extérieure parce que c'est intérieur, c'est un autre niveau de conscience. J'arrive en disant salut les copains, c'est ma tournée, je vous emmène et j'emmène tout le monde boire un coup, je les monte. On passe d'un monde bas à un monde très haut dans la lumière. Je les mets dans la lumière tout de suite. Une fois qu'ils sont dans la lumière tout de suite, ils comprennent qu'ils sont morts.
Et là, ils rentrent dans le travail de guérison, d'ouverture, etc. Leur faire comprendre qu'ils sont morts, c'est mon boulot. Par exemple, dans les hôpitaux, je me suis fait opérer il y a 2 ans et j'ai passé une nuit à l'hôpital. C'était une intervention où je pouvais rentrer le soir à la maison et j'ai préféré passer ma nuit sous contrôle. Et toute la nuit, j'ai eu les morts de l'hôpital qui venaient s'asseoir sur mon lit et je peux vous assurer tous les deux que quand ils s'assoient sur le lit, ils s'assoient comme quelqu'un qui devrait, de lourd, donc qui se signale. Donc ils n'avaient pas compris, ils avaient été opérés, ils étaient morts en intervention, ils étaient morts en cours de route. Eh bien, ils venaient me chercher parce que quelque part, ce qui émane de moi, c'est je suis médecin, voilà. Donc je suis médecin, et je suis le médecin, donc je mets le stéthoscope autour du cou et la blouse blanche et je dis vous inquiétez pas, on signe le bon de sortie, je vous emmène. Et je les emmène et ils montent dans la lumière. Et là, bien souvent, quand ils arrivent dans la lumière, il y a un être décédé qui vient les chercher. Simplement pour vous faire rire, tout simplement. Mon père est parti, il allait avoir 100 ans. Il espérait fêter ses 100 ans pour faire le buzz, tellement il était fier de ça. Il ne croyait ni en Dieu ni au diable, il avait tout rejeté, il était pilote, il avait vécu Dien Bien Phu, il avait vu des horreurs. Donc pour lui, Dieu, il n'y avait pas de Dieu. Il l'avait littéralement abandonné alors qu'il avait été élevé chez les maristes à l'époque et qui servait la messe. Bon, voilà. Et il ne voulait pas de fleurs ni couronne. Bon, il s'en va. Moi, je suis du Midi-Est, je suis d'Aix-en-Provence, etc. Et je vis dans les Landes maintenant. Et à 3 heures du matin, mon père s'assoit au bord de mon lit, ça me réveille et me dit ah ben c'était pas tant. Mais c'était pas tant, j'ai jamais vu une lumière pareille au bout du nez de mon avion. Je prends mon jet, tu suis? Alors ça me fait rire et à ce moment-là, je vois son frère qui est mort très très longtemps avant lui et qu'il avait beaucoup pleuré, qui arrive. Et papa voit son frère, il dit ah c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon j'y vais, je reviens. Il s'en va. Donc 3 heures du matin, je me fais un thé. J'attends que mon frère m'appelle de Marseille pour me dire que papa était parti parce que j'allais pas appeler pour dire papa va bien. Voilà. Et effectivement, il m'appelle à 7h30 du matin en me disant je suppose que tu le sais déjà, papa est parti à 3 heures ce matin. Bon. Il ne voulait pas de fleurs ni couronne, il ne voulait pas, voilà. Donc en plus de ça, avec le temps, il était devenu un peu raciste. Quand il voyait l'équipe de France de football, il disait, ils sont où les Français? En rigolant, mais c'était pas méchant. Voilà. Il voulait quand même, alors il croyait pas en Dieu, mais il voulait quand même une bénédiction à l'église au cas où. Donc il y avait une bénédiction et moi, il était à côté. Je le vois assis en face de moi avec son frère. Ils étaient sur les marches qui vont à l'hôtel avec les bras autour des genoux. Ils regardaient toute la famille qui s'était déplacée. Et alors ma famille, c'est les bons bourgeois, avocats, journalistes, médecins, machin. Ils s'étaient tous déplacés de Paris pour venir à l'enterrement de papa. Alors il était tout fier de lui commenter et tout. Et puis, à ce moment-là, le curé commence l'homélie sur mon père. Et papa me fait un clin d'œil et éclate de rire. Il me dit, tu m'aurais payé pour le croire. Le prêtre qui bénissait son enterrement était gabonais. Donc, il rigolait. Voilà. Bon, ça, c'était la petite plaisanterie. Ensuite, on va au cimetière. Il était à côté de moi, toujours avec le regard très heureux de toute cette famille réunie pour lui, uniquement pour lui. Mais il ne voulait pas de fleurs ni couronne. Or, les gens amènent des fleurs et des couronnes. Et un bouton de rose est tombé d'un des bouquets et le croque-mort me tend le bouton, puisque je suis la douairière de la famille maintenant, et me dit voulez-vous jeter cette rose avant que je referme la tombe? Alors, je dis à mon père tu veux bien une fleur de moi? Et je jette la rose. Et la tombe, elle n'était pas sous ma main. J'étais dans le recul à 3 mètres en arrière. Je jette la rose dans la tombe et elle ressort. Et toute la famille dit ah, il voulait pas de fleurs. Cette famille qui prend rien. Mais si. Ah ben dis donc, il voulait pas de fleurs. Et lui, très galant, dans cet invisible ou dans ce non visible, me dit mais ma fille, c'est aux hommes d'offrir des fleurs aux femmes.
Comment voulez-vous que je pleure, moi, quand je suis dans les cimetières? Je vois les morts qui me parlent. J'ai un oncle qui regardait sa femme pleurer alors qu'elle en avait rien à faire et il dit: «Mais regarde-la comme elle pleure». En plus de ça, elle m'a mis le pantalon que je déteste. On est rentré après à la maison parce que quand on va dans les cimetières et on va manger après et la tante dit: «Ah ben, je savais pas quoi lui mettre, je lui ai mis le pantalon qu'il déteste». Je pouvais pas l'inventer non plus. Voilà. Donc on reste là, on assiste à toute cette cérémonie, on voit la sincérité de chacun, qui est quoi, sans jugement, ce sont des constats. Donc ceux-là ont compris qu'ils étaient morts, mais il y en a plein d'autres qui appellent au secours et qui ne sont pas entendus. Tu as entendu parler d'Alan Kardec? Oui, bien entendu. À l'époque, quand j'ai commencé à voir et à entendre, j'étais tellement paniquée de tout ce qui m'arrivait, je pensais que j'étais folle. Et Francky m'a offert le livre des esprits d'Alan Kardec qui m'a fait comprendre ce qui m'arrivait parce que j'avais personne pour m'aider. Et un jour, une de mes patientes me dit: «Ah, après ma visite chez toi, je vais au cimetière du Père-Lachaise sur la tombe d'Alan Kardec». «Ah, s'il est enterré au Père-Lachaise, je savais pas. Bah tiens, je viens avec toi pour voir où c'est». Quand on rentre, je crois que je le raconte de toute façon dans un des livres, quand je rentre dans le cimetière, je vois des morts qui sont les uns en train de faire les 100 pas devant leur tombe, d'autres habillés dans le vêtement qui était le leur. Alors si ça datait de 1800 et quelques, ben c'était les robes ou les pantalons ou les costumes de l'époque, qui savaient pas où ils devaient aller. Donc je leur dis: ben vous me suivez, je connais la sortie, je vais vous emmener. Suivez-moi. Donc je pars avec ma cohorte de personnes et on arrive devant la tombe d'Allan Kardec. Alors comme il était breton, ben il a un dolmen avec la pierre au-dessus, etc. Des milliers de fleurs parce que les gens viennent invoquer son esprit pour les aider. Et puis une espèce de colonne de marbre avec une tête en bronze qui est celle d'Allan Kardec. Donc tous ces gens qui sont autour, qui prient, qui demandent, etc. Et moi je cherche Allan Kardec et je le vois pas. Je dis il est quand même pas gonflé. Il a tous ces gens qui viennent le prier et il est pas là. Et pendant ce temps-là, j'avais toute ma cohorte de décédés qui attendaient que je reparte. Donc mon amie, elle fait son rituel, elle avait besoin, elle a fait son rituel, et on repart dans l'autre sens par la porte principale. On était passé par la porte sur le côté. Et en redescendant vers la porte principale, ben, d'autres personnes décédées venaient se joindre au groupe que j'en avais avec moi. J'avais un défilé derrière moi de gens qui n'avaient pas compris qu'ils étaient morts. Et en sortant, je vois Allan Kardec assis sur un des plots de pierre avec une grosse chaîne en bronze, là, assis très décontracté et me disant avec un beau sourire: «Faut-il que je sois près de ma tombe pour être?» Tu as bien fait, je les emmène. Et on a emmené toute la cohorte de ces personnes dans la lumière et après ce qui se passe, c'est plus mon problème. Je les monte dans la lumière, voilà. Mmh. Et on a libéré ce cimetière de tout un tas d'âmes. Ce qui fait que je le fais régulièrement. Quand vous avez un avion qui se plante, que vous avez 300 personnes, qui ont eu le temps de voir arriver la mort, qui sont dans l'horreur, dans la peur, ben j'y vais pimpon, pimpon. Et je suis, j'ai la Croix-Rouge, au-dessus de ma blouse et puis voilà. Et je les emmène en disant: «Vous avez eu un accident, donc on confirme l'accident, je vous emmène à l'hôpital» et je les amène à ce que j'appelle l'hôpital de l'Astral. Alexis, on n'a pas idée en fait du nombre de défunts qui circulent dans les rues. Ah bah, il y a des présences, hein. Tu vois, par exemple, à Paris, j'ai un appartement du côté de Belleville, mais à l'époque, Belleville, c'était la cour des miracles, hein. Cet appartement, on n'arrivait pas à dormir. Toutes les nuits, on était embêtés par tout un tas de gens qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas montés. Donc il a fallu faire un travail, encore une fois, de ménage. J'appelle ça faire le ménage et de les emmener dans la lumière. Et puis, j'ai déménagé, mais c'est mon fils aîné qui est donc anesthésiste et qui a récupéré l'appartement. Et ma belle-fille me disait: il dort pas, il a toujours les chevilles qui sortent du lit, il a l'impression d'avoir des chaînes aux pieds, des anneaux aux pieds. Et effectivement, il y avait encore des présences qui étaient là, il a fallu les nettoyer, il a fallu libérer. Et je n'ai rien dit à mon fils parce que comme tu disais, comme disait aussi Tamara, ils sont médecins, ils ont la connaissance. Mon fils ne conteste absolument pas
ce que je fais. Il m'a dit d'ailleurs il y a pas très longtemps, voilà, j'avais 10 ans quand tu as vécu cette histoire. De 10 à 20 ans, j'ai vécu à la maison des choses inimaginables, mais je les ai vécues. Donc je ne peux pas les nier. Par contre, comme je suis dans un monde scientifique et rationnel, je me dois de rester rationnel. C'est tout. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il croit à tout ça. Ouais, mais on n'en parle jamais. J'aime mes fils, on n'en parle jamais. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des hôpitaux psychiatriques et de ce qui s'y passe? Il y a tellement de choses qui se passent dans l'hôpital psychiatrique que ça serait difficile de décomposer. Je vais te raconter une histoire. Encore une fois, j'ai plein d'histoires à raconter. J'ai travaillé tout au début de mes consultations. Une dame était venue me voir. Elle était mariée avec un grand psychiatre qui était chef de clinique à Sainte-Anne. Très, très hermétique, etc. Il y avait un problème de couple. Elle était venue me voir pour son problème de couple. Et je lui ai dit des choses, alors que lui, il avait râlé en disant: «Qu'est-ce que tu vas voir cette bonne femme, c'est une folle, va voir un de mes confrères, machin». Et quand elle est revenue de la consultation, elle a fait écouter le travail, puisque tu sais qu'on enregistre le travail que je fais. Mmh. Et il parlait de sa sœur, des raisons de lui, des raisons qui l'avaient poussé à faire psychiatrie, etc. Et dans la conversation, rien de sa femme n'avait été émis sur les raisons du mari d'avoir fait psychiatrie. Il est venu me voir, il voulait me voir, il voulait absolument savoir qui j'étais. Et il est arrivé avec son bloc-notes, son stylo, son machin. Et moi, j'avais l'impression de passer un examen, parce que j'ai fait psycho après mon accident, parce que je ne voulais pas utiliser cette énergie pour faire de la voyance. Je suis pas une voyante. Et donc j'avais l'impression d'avoir passé un examen de passage avec. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. On a travaillé ensemble. Et lui, il avait instauré le yoga à Sainte-Anne auprès des jeunes médecins psychiatres, etc. Il essayait de leur expliquer tout ça, mais c'était compliqué, c'était difficile. Et beaucoup se taisent aussi. Il y a beaucoup de médecins qui se taisent, qui n'osent pas dire les choses. Je travaille avec énormément de médecins, mais ils sont obligés d'être discrets, quoi, parce que sinon la nomenclature derrière est là, l'inquisition est là, hein, c'est toujours pareil. On te fait taire, la vérité dérange. Les outils de l'Inquisition 2.0, c'est les outils chimiques, les médicaments. Il y a les médicaments, la drogue, ça c'est évident, mais il y a aussi le dire. Tu sais, c'est ce que disait d'ailleurs Françoise Dolto, tout est dans le dire, dans la façon de phraser les choses. Et eux, ils appliquent simplement ce qu'on leur a appris dans les bouquins. Ils veulent surtout pas savoir, surtout pas savoir. Et les cas de schizophrénie réelle, les pathologies réelles, selon toi, par rapport aux cas, normalement, de possession qui sont sur place? Possession ou médiumnité, ça fait aussi partie des pistes pour certains. Oui. Alors, non, la schizophrénie, la schizophrénie, il y a un déséquilibre psychique. Le cerveau est une pure merveille. Et on a des milliards de neurones, des milliards de synapses, et on a 100% d'ADN, et on n'en utilise que 10%. Et on appelle les 90 autres % ADN poubelle. Et je te parle des médecins, hein, ADN poubelle. Donc, que fait-on des 90 autres %? Donc, il y a ceux, effectivement, qui s'éveillent et qui sont dans des familles où on leur dit, comme les enfants qui sont hyperactifs. Alors, on va dire, ah oui, et hyperactifs, etc. Non, ils sont bien au-delà. Ils sont bien au-delà de ce que sont les hommes là maintenant. Et comme personne ne les comprend, personne se met à leur écoute. Donc, on les traite comme ça. On va analyser aussi des crises d'épilepsie. On va dire que ces enfants-là, ils s'en foutent, et on va les interner. Moi, j'ai eu le cas d'un jeune homme comme ça qui à 9 ans a été mal diagnostiqué par son médecin et qui faisait une crise il a été enfermé en psychiatrie, et ses parents se sont battus pendant des années jusqu'à ce qu'on se retrouve, et par le travail qu'on a fait ensemble, on a réussi à le libérer. Après, c'était un garçon fantastique. Je dis c'était parce que il s'est passé un truc. C'est-à-dire que bon, il a trouvé du boulot. Il a trouvé du boulot à l'hôpital, où il servait à la pizzeria, enfin au restaurant self de l'hôpital. Et puis un jour, il est venu à Paris, parce qu'il habitait pas Paris, avec un copain, parce qu'il voulait s'émanciper, comprendre qu'il avait dépassé ses crises d'épilepsie, qu'il était sous contrôle, etc. Et dans la gare Montparnasse, il est pris d'une peur intense, il se met à palpiter, le copain lui dit: tu commences à m'agacer avec tes crises, et je m'en vais, et il le laisse là en plein milieu de la salle des pas perdus.
Et ce sont donc des gens qui ont appelé les pompiers et on l'a emmené à Sainte-Anne. Dans la nuit, alors, tu vas voir, c'est assez extraordinaire. Dans la nuit, l'infirmière passe pour contrôler, on l'avait calmé, il dormait, et il était minuit. Elle repasse à 3 heures du matin, il s'était pendu avec son drap à l'espagnolette de la fenêtre de l'hôpital. Alors, mais son cœur battait encore. Donc, on cherche désespérément un lit aux urgences pour le réanimer. Et il débarque donc dans un certain hôpital que je ne nommerai pas. Et puis, il meurt parce que son cerveau n'était plus irrigué. Les parents arrivent en courant, viennent me voir en larmes et la maman me dit mais tu sais, chose étonnante, c'est que le médecin qui a accueilli notre fils m'a pris dans ses bras, m'a expliqué ce qui s'était passé, que son cerveau n'était plus irrigué, mais le cœur battait encore, et qu'il était mieux là où il était. Il avait trouvé la paix, il allait trouver le silence et la lumière. Eh ben, c'était mon fils. Il y en a des hôpitaux à Paris, il y en a des urgences à Paris. Il avait été envoyé là, comme par hasard. Hein, ça fait partie aussi des mystères, mais bon, on va expliquer ça. Peut-être des accords avant incarnation. Oui. Oui, non, ce sont des accords avant l'incarnation, mais ce sont aussi des petits signes. On est tous liés, on n'est jamais coupés de là-haut. Jamais, mais c'est nous qui nous coupons par notre manque de foi, de foi en nous, pas la foi en au-delà, en nous. Alors, est-ce que tu dirais justement que ces capacités qui sont extra chez toi, extra dans tous les sens du terme, est-ce que tu dirais que tous les humains en sont dotés, mais que il faut juste se frotter un petit peu les yeux? Tout le monde. Alors, encore une fois, tu vois, je ne peux citer que des exemples. Par exemple, mes petits-fils, mes fils n'ont jamais dit à mes petits-fils l'accident qui avait été le mien. Petit, c'est un peu impressionnant d'aller raconter que leur grand-mère a fait un saut, un trampolino dans la lumière. Et pour vous citer un exemple assez fabuleux. Un matin, donc c'était au mois de janvier de cette année, mon grand petit-fils qui a 17 ans, on était en train de faire des jeux, hein, donc on était vraiment à 1000 années-lumière de toutes ces discussions. Et puis d'un coup, il s'arrête, me regarde et me dit, mais dis donc, toi, Nino, tu es une miraculée. Alors mon fils fronce les sourcils, moi je dis, qu'est-ce que tu appelles miraculée? Ben, t'es morte et tu t'es réincarnée dans le même corps. Moi aussi, je me suis réincarnée pour retrouver mon papa parce que mon papa, c'est mon héros. Oh, la prochaine fois, je sais pas si je me réincarnerai. Et il part avec des gestes dans le jardin, suivi par son cousin qui a 8 mois de moins que lui, qui lui dit, mais tu parles à qui? Ben, à mon ange. Ah, tu l'entends? Moi, c'est ma grand-mère maternelle, je l'entends, mais je la vois pas. Ah, ben, c'est normal, ils sont transparents, dit l'autre. Mais demande à Nino, elle voit, elle entend. On est resté comme deux ronds de frites. Ensuite, on a été se promener et en revenant, on chantait à tue-tête dans la voiture. Et à un moment donné, donc mon second petit-fils s'arrête de chanter et me dit, mais dis donc Nino, tu la vois ma grand-mère? Alors je suis au volant, je dis oui, je la vois, pourquoi? Ben elle est où? Ben je dis, elle est assise à côté de toi. Et elle me dit quoi? Donc je lui dis ce que j'entends. Et elle dit quoi à ma maman? Je répète ce que j'entends. Ah ben c'est bien ce que j'ai entendu. Donc les enfants de maintenant, l'ADN a changé. Vous savez, on est composé de milliards d'ADN et l'ADN, je vous enverrai une photo que je vais faire envoyer par Francky, d'une photo d'un brin d'ADN. Vous l'avez dans mon bouquin, mais il est très sombre, mais je vous l'enverrai en couleur, c'est magnifique, ça a été fait par des gens du CNRS. L'ADN ressemble à une rosace avec 10 pétales. L'ADN cosmique a 12 pétales. Et les enfants de maintenant ont 11 pétales. C'est-à-dire qu'ils ont une avancée sur un plan spirituel, de l'au-delà de la conscience, qui s'éveille. C'est pour ça que c'est difficile aussi avec les enfants, parce qu'ils écoutent des parents qui sont totalement insensés et qui correspondent pas du tout, y compris dans l'enseignement. On leur donne aucun enseignement, parce que vous allez dans les écoles, c'est nul, ils n'apprennent rien. Et mes petits-enfants le disent. Ils disent, heureusement qu'on a des parents qui ont de la culture. Et sans parler des enfants qui viennent avec des souvenirs très, très, très marqués de leurs précédentes incarnations, qui ont totalement conscience de pourquoi ils reviennent, d'ailleurs, et qui ont du mal à se faire entendre dans la famille. Ouais. Eh ben oui, parce que ça fait pas partie, on ne nous a pas appris. On peut pas en vouloir aux parents, hein, on peut pas en vouloir aux parents s'ils n'ont pas été enseignés. C'est tout. Et même quand il y a un minimum d'enseignement, par exemple, mon grand-père maternel était pharmacien et il faisait du magnétisme. Il avait un pendule et il faisait du magnétisme. Et maman, pendant ses études de médecine, traitait son père de crétin.
Mmh. Il n'en est pas moins vrai que quand, j'avais des problèmes, intestinaux, maman me donnait des produits qui me rendaient encore plus malade. Lui, il m'imposait les mains et j'étais guérie et elle disait que c'était psychosomatique. Ils disent que c'est psychosomatique, ceux qui veulent pas. C'est la science, quoi. Mais la science est bête, hein, sans intuition, la science n'existe pas. Alors quand tu parlais de ce bas astral, notamment par rapport à tous ces défunts qui resteraient, qui stagneraient donc sur Terre, parmi nous, dans une autre dimension certes, mais à proximité de nous, ça m'a fait penser étroitement, pour moi, ce film et ce bouquin, alors plutôt le film qui est sorti et qui a été produit en 2010, produit par Wagner, hein, je crois, qui est adapté du livre de Chico Xavier, le film Nos Solar, pour moi illustre à merveille vraiment tout ce que tu as décrit dans ce bouquin. Est-ce que tu as déjà vu le film ? Non, non, j'ai pas vu le film, mais j'en ai entendu parler, mais bien sûr. Et il y a des tentatives de messagers, même, tu vois, à l'époque, tu avais Ghost aussi qui est sorti. Oui. Ghost, c'est aussi un exemple typique, tu vois. Donc ça a fait aussi un triomphe, Ghost, mais en même temps c'est une belle aventure, etc. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, quand mes garçons avaient vu Ghost, ils m'ont dit: «Maman, c'est toi, il faut que tu ailles voir ça». À l'époque, il faut que tu ailles voir ça, maman, toi, c'est toi. C'était assez rigolo. Le sixième sens avec Bruce Willis aussi éventuellement. Et le sixième sens, c'est magnifique, le sixième sens. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Mais on a tous un sixième sens. Moi, j'apprends aux gens, je fais des ateliers de travail où j'apprends aux gens à ouvrir leur esprit, à voir et à entendre. Ça rejoint la question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a néanmoins des garde-fous à mettre en place, peut-être des précautions à prendre, puisque aujourd'hui tu sais que la mode est au spiritisme, on a du symbolisme un peu partout, y compris dans les jouets pour les enfants. Bon, c'est souvent orienté vers l'ombre, hein, malheureusement, mais on a beaucoup de jeunes qui s'amusent à communiquer avec les esprits. Eh oui, il faut faire très attention. Tu parlais toi-même de dérive aussi dans le yoga, hein, nous appelant à prendre vraiment des précautions. Tout à fait. Tu as vu des cas de possession d'ailleurs suite à des montées de Kundalini, si je ne m'abuse. Écoute, quand on reprend simplement la conversation que nous avons eue jusqu'à maintenant par rapport aux entités qui ne sont pas montées, il y a des personnes qui sont diaboliques sur terre, hein. Il n'y a pas que les âmes errantes parce qu'elles ont mal vécu leur vie. Il y a aussi les méchants, les odieux, les machins comme ça. Et c'est vrai que tu as des mages qui savent utiliser cette source-là, mais quand on appelle la lumière, il faut monter son champ vibratoire. Il faut pas faire ça par curiosité. Le monde de l'invisible, du non visible est respectueux et respectable. Quand toi et Tamara, vous m'avez appelé, c'était pour prendre rendez-vous aujourd'hui, etc. Donc on se respecte, on est à l'heure, on fait des tests, on est synchrone. Mais quand les personnes font tourner des tables, ils savent pas à qui ils appellent puisqu'ils ne voient pas. Mmh. Donc ils appellent et bien souvent, comme ils font ça en jouant, sans respect, etc., ils attirent des entités qui ou ont besoin de se manifester ou effectivement de prendre possession. Surtout, un corps, c'est une enveloppe. Donc dans un moment de dédoublement, même dans tes sommeils, tu peux te faire posséder si tu es totalement négative. Et il y a des enfants en psychiatrie, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi des enfants possédés. Un pourcentage éventuellement de... Oh, ben, il y en a bien au moins, oh, je vais pas dire 50%, mais il y en a bien au moins 40%. J'ai le cas, par exemple, de 2 infirmières qui étaient venues me voir pour elles-mêmes et puis à la fin de notre consultation me disent: «On a un patient qui dit qu'il est possédé et nous on n'y croit pas, donc on l'abrutit de tout un tas de traitements, mais maintenant qu'on est venu travailler avec vous, on a besoin de comprendre, savoir qu'est-ce que vous en pensez?» Et je lui dis: «Bah oui, il est possédé d'un certain monsieur qui prétend s'appeler Victor, qui n'est pas français, qui est anglais, mais qui se servit de lui». Je dis: «Mais ce jeune homme, il est rentré dans la folie, alcoolique, son père est mort, il a été écrasé par sa charrue et sa mère, qui était une vraie folcoche». Alors tout le monde ne sait pas qui est folcoche, il faudra expliquer ce qu'est folcoche. Elle l'a mis, alors qu'il avait que 15 ans, sur le tracteur de son père et il était tellement épuisé qu'un soir, au lieu de rentrer à la maison, il a été au café du coin. Tout le monde savait qu'il était maltraité, on lui a donné à boire et là, il a fait un dédoublement, hein, dans l'ivresse et il s'est fait posséder par ce Victor qui explique que il était de la même origine, de fils de paysan, mais qu'il avait appris le latin et
à lire avec le curé, avec le pasteur, et qu'il était devenu enseignant du latin. À l'époque, il n'y avait pas d'école, on allait chez les riches bourgeois qui payaient des enseignants, et puis il en profitait pour profiter de toutes les jeunes femmes avec qui il avait des aventures. Et puis il s'est fait prendre par un des maris qui a surpris l'enseignant, il s'est fait arrêter et il s'est fait pendre. Or, comme il était quand même religieux, il voulait pas monter parce qu'il avait honte de se retrouver vers haut à avoir failli avec toutes ces personnes-là. Et donc, du coup, il avait besoin d'exister et profiter comme ça, au moins. Donc, or, les filles, quand je leur ai dit ça, m'ont dit que c'est incroyable parce que quand il est dans ces périodes de délire, ce qu'il appelle sa possession, il parle latin alors qu'il ne sait même pas écrire son nom, et il signe d'une croix en bas des papiers. Donc, il parlait latin. Et il courait après toutes les filles de l'hôpital. Donc, et on l'a libéré parce que du coup, moi, j'ai demandé à Victor, j'ai dit, mais Victor, tu veux l'aider, mais tu ne l'aides pas. C'est pire que tout. Il est enfermé en psychiatrie, il est pas considéré alors que c'est un garçon qui a des capacités. Il faut qu'il soit libéré. Donc, je t'emmène là où on te pardonne. Ça n'a rien à voir avec les églises. Hein, le pardon est immédiat. Et puis, tu vas l'aider maintenant. Et le petit jeune homme, il a totalement changé. Et un jour, j'ai reçu un faire-part de mariage. Et puis un jour, j'avais reçu aussi une lettre des infirmières qui me disaient qu'on faisait une quête parce qu'il voulait être livreur et il cherchait à s'acheter une mobilette. Et on a fait donc une quête pour qu'il s'achète sa mobilette. C'était magique. C'était magique. Donc tu vois, voilà, ce genre de choses qui peut arriver. Donc quand on veut appeler le monde d'en haut, on l'appelle avec respect. On demande, s'il te plaît, merci, puis-je communiquer avec toi, s'il te plaît, merci, protège-moi des mauvais esprits. Oui, c'est important ça, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup en ce moment de médiums, de guérisseurs, de channels, etc. Et pas forcément protégés ou pas forcément avec cette conscience que les possessions sont possibles. Il y a même des écoles, tu sais, qu'on ne citera pas volontairement, qui initient à des formes d'incorporation qui sont ni plus ni moins que des possessions. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil comme ça pour préserver un peu ces personnes? Il n'y a pas de conseil à donner à quelqu'un qui ne veut pas les entendre. Il y a plein de gens comme ça. C'est à eux de se rendre compte. J'ai encore une fois d'un autre exemple d'une jeune femme. Enfin, elle n'était pas jeune, c'est pas vrai. Une femme qui était sous le coup d'un gourou. Ce sont des gourous pour moi. Hein. Ce gourou, il abusait de toutes les femmes, etc. Et un jour, elle vient me voir parce qu'elle avait une copine qui était venue me voir. Donc, elle se pensait. Ce gourou lui avait dit qu'elle était d'un orgueil tel que là-haut, on lui avait dit qu'elle serait punie toute sa vie, qu'elle serait jamais heureuse, jamais contente, jamais ceci, jamais cela. Et que voilà. Et cette personne en question, elle a un message de la lumière qui lui dit des choses absolument magnifiques. Elle revient, elle me dit, mais pourquoi on me dit qu'on m'aime? Personne ne m'aime, je ne suis pas aimable. Je dis, mais moi aussi je t'aime, mais on se connaît pas. Mais je dis, mais c'est pas parce qu'on se connaît pas qu'on s'aime pas. Et en fait, cette femme, elle avait été abandonnée par sa mère. Elle avait 3 ans, mise dans un orphelinat. La mère est venue la rechercher à l'âge de 6 ans de l'orphelinat parce qu'elle avait trouvé un mari très riche et qui n'avait pas eu d'enfant, et apprenant qu'elle avait un enfant, il lui a demandé, ce mari en question, de sortir cette petite fille de l'orphelinat. Jusqu'à l'âge de 13 ans, tout s'est très bien passé. Elle avait un papa adorable, etc. La mère faisait son cinoche. Et puis un après-midi, rentrant de l'école, sa mère l'attendait devant la porte de la maison et il lui dit tu ne peux plus rentrer maintenant, il est mort, j'ai plus besoin de toi, rends-moi ta médaille de baptême, rends-moi tes boucles d'oreilles et va-t'en, je veux plus te voir. La môme s'est retrouvée donc à 13 ans, elle est partie dormir dans la gare de la SNCF dans les trains qui étaient en rade, et puis elle a eu la bonne idée d'aller voir le docteur qui l'a placée dans une famille d'accueil. Donc cette dame, quand elle est venue me voir, elle avait 65 ans. Et son gourou n'arrêtait pas de lui dire qu'elle avait été punie par le bon Dieu, que c'était son karma, que que là. Quand elle me raconte ça, je dis mais je sais pas du tout ça. Il y a une autre raison à ça. Donc voilà. Elle m'appelle quelques jours après en me disant j'ai fait une recherche, ma mère est toujours vivante, et j'ai décidé d'aller la voir pour avoir des explications.
Je dis, bah, tu vas pas y aller tout seul. Ah, mais je dis non, je t'accompagne. Je prends le billet de train avec toi, on y va. On part voir la dame. Quand on arrive dans la maison de vieux où elle venait de se faire placer parce qu'elle avait une maison, mais elle arrivait plus à assumer, l'infirmière qui nous ouvre la porte se met à pleurer toutes les larmes de son corps en disant ah bah ça alors, ah bah ça alors, mon ange me l'avait dit ce matin. L'infirmière qui ouvre la porte d'un truc, on reste toutes les deux sciées devant la porte et elle dit ben votre mère m'a dit ce matin j'ai quelqu'un qui va venir me voir, je veux pas la voir. Et elle a fait un soi-disant malaise, on l'a emmenée à l'hôpital et elle est à l'hôpital en cardiologie. Alors ma patiente me dit, «Bah, tu vois, elle veut toujours pas me voir, j'ai fait le voyage pour rien». L'infirmière dit: «Non, non, non, on a appris aussi qu'elle avait un enfant et on était en train de chercher parce que, elle a une maison et elle dit: "Mais je viens pas pour l'héritage, je viens pas pour ça, je veux retrouver ma mère"». «Non, non, mais vous inquiétez pas». On me donne le téléphone, du médecin cardiologue de l'hôpital, j'appelle le médecin en disant: «Je suis la psychothérapeute de madame et je voudrais savoir comment va la maman». Elle me fait: «Oh, bah, elle est pas prête d'être morte, elle tape tout le monde avec sa canne, elle est méchante comme une teigne, on la ramène, elle va rentrer demain dans la maison, avec un calmant». Du coup, donc, on attend le lendemain. Le lendemain, on revient, elle faisait sa sieste et l'infirmière ouvre la porte et dit: «Ah madame, madame, on a une surprise pour vous, j'ai une visite pour vous». Et on voit de dos une personne, c'était la copie conforme de sa fille, de dos, hein. Et la fille rentre et va vers sa mère, se penche et lui fait: «Bonjour maman». Et elle relève la tête, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille. Et puis après tout ce que tu m'as fait pour moi, hein, ah ben non, fiche-le camp, je veux pas te voir. Elle prend sa canne pour la taper. Elle lui dit, mais je suis ta fille. Oui, t'es peut-être ma fille, mais t'es pas ma fille. Alors, tous les petits vieux de la maison qui avaient entendu parler de ça étaient derrière la porte et attendaient. Et devant tout le monde, ce que voulait ma patiente, c'est que sa mère la reconnaisse comme étant sa fille. Et là, à ce moment-là, elle m'a vue et me dit: «Et vous, qui êtes-vous?» Je dis: «Je suis la thérapeute de votre fille et je dois dire que vous avez une fille extraordinaire et que vous ne la méritez pas». «J'en ai rien à foutre». Je dis: «Mais peut-être que vous n'en avez rien à faire, mais n'empêche que vous avez encore peu de temps devant vous, madame, et vous aurez des comptes à rendre». Elle me fait: «Oh bah, si vous parlez de celui-là là-haut, je l'emmerde». Et devant tout le monde. Et on ressort de là avec l'infirmière qui me regarde et me dit: «Je vais peut-être lui donner un Exomil à sa fille, hein, parce qu'elle va en avoir besoin avant de rentrer à Paris». Et un mois après, la maman appelait elle-même sa fille et lui demandait pardon et elle est morte 3 jours après. Et on lui a expliqué que, sa mère, heu, pourquoi sa mère l'avait abandonnée, c'était lié à une expérience antérieure qui n'avait pas été finie et dans une gémelléité où elles étaient, sœurs et non pas mère et fille. D'ailleurs, elles se ressemblaient comme des jumelles, c'était absolument étonnant dans cette vie-là. Et qu'elle avait toujours été jalouse de sa sœur qui avait la réussite, la chance, l'argent et elle était venue, je dirais pas se soumettre, mais être, infériorisée par sa mère pour lui permettre d'avoir elle, la victoire. Ouais. Tamara, moi, tu sais, je parlais plutôt du côté divertissement. On a beaucoup de séries par rapport aux chasseurs de fantômes, par exemple. Bon, on a aussi énormément de jeux, hein, comme des jeux de société qui se prêtent à des pratiques comme la Ouija, etc. Puisque paradoxalement, on peut parler aussi d'intérêt général, je dirais même de salubrité publique, lorsqu'on parle de passeur d'âme. Tu es une passeuse d'âme, Alexis, à n'en point douter. Et je pense que la société se porterait bien mieux actuellement si on faisait un grand nettoyage effectivement de ce côté-là. On n'a pas idée. Moi, pour ma part, j'ai un côté intuitif très exacerbé, mais je n'ai aucune de tes capacités en conscience dans tous les cas. Mais pourtant, je suis sûr et certain, j'ai ressenti ces présences à certains moments, notamment quand ça n'allait pas, donc quand j'ouvrais des portes. Et je pense que l'alcool, le cannabis, la cocaïne, toutes les drogues dures ou légères, peu importe, ouvrent des portes également. D'ailleurs, il y a une grande mode par rapport aux psychédéliques. On a reçu un intervenant sur cette question. Qu'est-ce que tu penses de l'usage de ce genre de substances? Est-ce que, pareil, on doit prendre des pinces ou pas? Ou est-ce qu'on n'ouvre pas des portes béantes, grandes ouvertes pour toutes sortes d'entités aussi Bien sûr, mais en même temps, si tu ressonges aux temps anciens, on a fumé, il y avait le narguilé chez les Arabes, il y avait l'opium chez les Asiatiques, il y a toujours eu. Pourquoi? Parce que l'homme cherche sa source. Et l'état de conscience dans lequel te met censément ce genre de fumette,
te donne l'impression que tu sors de ton corps et que tu rentres dans un état de conscience différé. Donc c'est une recherche inconsciente de l'origine de l'être. Bon, voilà. Mais là maintenant, c'est plutôt une fuite que la recherche de l'origine de l'être. Et on fait effectivement, on drogue comme ça pendant ce temps-là. D'abord, on fait des choux avec de la drogue, beaucoup. Donc, les laboratoires pharmaceutiques sont les coupables, sont des criminels, et ceux qui touchent de l'argent par rapport à ça aussi. Mais je reviendrai à ce que tu disais par rapport aux présences hantées, aux mauvais esprits, aux fantômes, etc. On n'a pas besoin d'être voyant, clairvoyant, médium pour on est tous clairvoyants, je te l'ai dit tout à l'heure, mais dans ton ressenti, si tu sens des présences, la première chose que tu as à faire, même si t'as pas besoin de chercher qui il est, pourquoi il est, à quoi il est, qu'est-ce qu'il a fait, c'est dès que tu sens qu'il y a quelque chose, une présence, tu dis, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je me touche, je suis matière. Mais si je vous touche, vous êtes transparent. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Tu peux le faire et tu visualises la lumière et tu montes la personne dans Il suffit de visualiser, de faire, agir, penser et non penser avant d'agir. Tu vois, c'est ça la vie. Le pouvoir de la visualisation aussi est très souvent sous-estimé, pourtant. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et ce sont des capacités, ce sont pas des pouvoirs, tu vois, ce sont des capacités. On a tous ces capacités. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui tombe, tu as le réflexe d'aller le redresser, de l'accompagner, d'essayer de l'asseoir ou éventuellement d'appeler les pompiers, sauf ceux qui sont égoïstes et qui s'en foutent complètement. Mais qu'elle soit visible ou invisible, dans ton ressenti, tu fais la même chose. Tu dis, bon, allez, vous venez me voir, c'est que je sais pas qui vous êtes, mais moi je m'appelle un tel, je vous emmène là. Je crois que vous avez perdu votre chemin, tu vois. Si tu vas dans un hôpital et que tu sens des présences, eh bien, tu t'imagines avec la blouse blanche. Tu t'imagines et ton imaginaire, image in air. Tu t'adaptes à la situation du moment, tu prends le costume du moment que tu sens utile. C'est un jeu de rôle. Et Tamara nous parlait d'incorporation. C'est un petit peu ce que tu fais quand les gens viennent te consulter quelque part, notamment pour parler à des défunts sur d'autres plans de conscience. Oui. Alors, j'ai pas besoin, moi, de me désincorporer pour prêter mon corps, parce que je les vois. Mais quand je veux rentrer plus haut, je suis médium d'incorporation, mais dans des niveaux de conscience qui vont au-delà de l'au-delà. C'est absolument magique. Là où on m'envoie, c'est prodigieux et c'est extrêmement puissant, et où tu as toutes les réponses que tu attends à tes questions. Quand je veux, par exemple, voir les vies antérieures, je suis dans un état de conscience semi-différé. Je suis pas en transe, je suis encore là, mais je me projette et je me reprojette dans l'histoire, et je revis le film comme si j'étais dedans. J'ai les odeurs, j'ai les sueurs, j'ai le bruit, les musiques, voilà, je vis tout ça. C'est impressionnant. Est-ce que tu as l'autorisation de nous parler actuellement, tout de suite, dans l'instant présent, de la situation actuelle qu'on dit apocalyptique, hein? Est-ce que tu as eu des messages par rapport à celle-ci? Alors, je vais te dire, on va revenir à ce qu'on disait tout au début. De toute façon, la vie est celle qu'on l'on fait, ce que l'on se fait, et on s'attache à ce que l'on croit. C'est vrai que la situation est extrêmement compliquée. On va avoir une fin d'année et une année prochaine extrêmement troublée. Il y a un très très gros risque de guerre mondiale. J'avais eu à l'époque, quand j'étais là-haut, j'avais vu tout un tas d'histoires, l'évolution de ce qui allait se passer d'abord en France, et ça s'est passé comme ça. Alors on m'avait dit à l'époque, donc je suis pas du tout politicarde, hein, que ça soit bien entendu, je n'ai aucun parti et ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis plutôt affligée de voir ces gens-là. Par exemple, tu vois, je sais quelle est de qui le président de la République est la réincarnation. Je sais qui c'est. Ah, j'ai vu. Est-ce qu'on peut avoir l'info? Ah, d'accord, ok. Là, je te le sais pas, parce que je veux pas que ça soit publié, là. Bon, c'est pas Coluche ou Balavoine, hein, ça on le sait d'emblée. Ouais. Ah non, eux, ils étaient bien. Non, c'est ça. Non, justement, tiens, tu vois, Balavoine, à l'époque où on avait l'école de spectacle, notre attaché de presse était la première compagne de Daniel, et on était en réunion de travail quand Daniel a eu son accident d'hélicoptère. J'étais au bout de la table puisque j'étais la directrice, et d'un seul coup, je suis partie, je me suis couchée sur
sur la table, j'ai perdu conscience et je me suis mise à chanter avec la voix de Balavoine qui disait qu'il s'en allait et que ce message, il le transmettait, etc. Et du coup, sa première femme est sortie à toute vitesse, puisqu'on savait ce que je faisais, pour aller appeler l'agent, et l'agent a dit, il vient de se cracher en hélicoptère. J'ai vécu sa mort. Tout ça pour dire, on parlait de quoi déjà? De la période actuelle. Oui, de la période actuelle. Alors, là-haut, on m'avait dit, donc à l'époque, on m'avait dit, dans la République, donc c'était l'époque mitterrandienne quand j'ai fait mon truc, on m'a dit, la France va être gouvernée et va vivre par une âme sombre et va être ruinée. Sera suivi par un autre petit roi, puisqu'il les appelle les petits rois, un autre petit roi qui aura l'intelligence, parce qu'il sera bien conseillé de ne pas faire la guerre en Asie. Et c'était Chirac avec Villepin. Ensuite, on m'a dit, il sera succédé par un autre petit roi qui se prendra pour un empereur et qui continuera de ruiner la France. Ensuite, il sera suivi par un autre petit roi qui lui fera rien, donc la France se ruinera, suivi par un autre petit tyran fou qui amènera à la destruction économique, et alors que la France c'est la terre de lumière, c'est la future Jérusalem, c'est là que la conscience doit s'éveiller, et voilà. Mais après tous ces désastres-là, alors sortira un être providentiel qui remettra la France à sa place. Et on en est à ce petit roi fou qui est fou. Mais c'est plutôt positif. C'est bientôt la fin. Oui. Ouais, c'est plutôt positif. Dans cette histoire-là, on n'est pas loin de. Oui. Voilà, mais on va quand même. Il y a un gros risque d'une révolution en France, comme il y a un gros risque d'une volonté délibérée des grandes puissances de faire une guerre mondiale. Mais la guerre mondiale, c'est de la menace aussi très importante, parce que si jamais l'un de ces fous lançait une bombe atomique, il y aurait plus de terre. Hein, donc c'est pas prévu au programme. Voilà. Donc, il y aura un événement qui empêchera tout ça. Il y a déjà eu à l'époque, vous n'avez pas connu, vous, mais moi oui, à l'époque de Kennedy, il y avait eu avec Fidel Castro un risque de bombe atomique. Les Russes avaient amené des navires chargés de bombes atomiques et sur un quiproquo, ça a failli partir en vrille, oui. Ça a failli partir en live, mais ce que l'on ne dit pas, ce que l'armée ne dit pas, mais je l'ai su moi par c'est que toutes les têtes d'ogives nucléaires qui étaient donc positionnées pour partir là-bas de l'autre côté, puisque voilà, eh bien, elles se sont toutes tombées en panne le même jour. Il y a eu plein de cas similaires, et notamment des interventions exogènes aussi sur d'autres sites par rapport à cette même période. Alors voilà. moi j'appelle tous les internautes qui nous suivent à témoins. Alexis, en 2003, chez Jean-Claude Carton, je crois que c'est une des seules apparitions radiophoniques que tu avais acceptées et qui est encore en ligne. Hein. Donc, allez vérifier. Bon, c'est 3h30 de podcast, 2 fois 3 heures. Et je crois qu'en 2003, déjà, tu parlais du futur et tu parlais des vaccins. Tu as presque décrit la période actuelle, enfin la période 2021-2023 avec ce qu'on a vécu. C'était effarant. Moi, donc, merci. Parce que, tu vois, Tamara, on a de beaux jours devant nous, même s'il y a encore un petit tour de machine à laver à faire. Un petit tour de machine à laver et ça repart. Hein. Apparemment, il y a quand même du beau qui arrive derrière. Dès que vous entendez une mauvaise nouvelle, chassez-la, mettez de la lumière, imaginez ou installez dans votre pensée quelque chose de joyeux que vous avez vécu et ça efface les mauvaises pensées. Et puis envoyez de la lumière à tous ces gens-là. Plus on monte la lumière par la pensée en disant je mets tout ce monde-là dans la lumière, je chasse le négatif, ça aide. Et plus on est à faire ça et plus ça marche. Alors je te remercie Alexis et justement j'aimerais que tu nous parles d'amour. Juste une phrase dans un de tes ouvrages, pardon, l'amour est une offrande et non un besoin. Dans cette expérience de vie qu'est la tienne, tu as connu ce qu'on appelle l'âme compagne. J'aimerais savoir, au fruit justement de cette expérience-là, qu'est-ce que tu aurais à nous transmettre en termes de sagesse, en termes d'expérience sur l'amour? C'est quoi l'amour? Eh ben, d'abord, aimer, avant d'aimer quiconque, c'est déjà s'aimer soi-même.
la première personne. Or, on nous a appris que si on s'aimait soi-même, c'était orgueilleux et égoïste. Or, en fait, non, on doit trouver la fierté de se dire, j'ai osé venir sur Terre. J'ai osé le faire, je suis courageux ou courageuse, je suis fière de moi. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, aimer, c'est aimer l'autre tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et beaucoup de gens veulent absolument calquer que la personne qu'on aime soit dans l'image qu'ils se font de soi-disant aimer. Voilà. Or, les personnes qu'on aime le plus sans limitation, ce sont nos enfants. On les juge pas, même si on connaît leurs défauts, machin, on les accepte tels qu'ils sont. Ça, c'est le véritable amour, mais c'est l'amour filial. Hein, c'est l'amour filial. Or, c'est comment dirais-je, l'amour, c'est encore une fois, c'est moi quand j'ai rencontré mon âme compagne, j'avais, c'était étonnant parce que je l'avais peint à 15 ans à l'académie de peinture et je l'avais peint dans les couleurs Picasso, vert, bronze, etc. Et je l'avais offert à ma mère qui m'avait dit j'en veux pas, on dirait un noyer. Et voilà que celui que je rencontre il est maître nageur. Alors ça, je trouve ça assez fabuleux. Et comment dirais-je, quand je l'ai rencontré, j'étais encore en compagnie d'un mari et lui aussi, et ça se faisait pas, c'était interdit, etc. Mais quand je l'ai vu, je le connaissais depuis toujours. Je savais pas d'où, mais je le connaissais depuis toujours. Je me souvenais pas que j'avais peint son portrait à 15 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 35 ans. Et voilà. Et lui il disait à tous ses copains, c'est la femme de ma vie. Il faut que je la rencontre. C'est la femme de ma vie. Et lui-même avait cette espèce d'instinct de reconnaissance. Bon. Quand il vivait de l'autre côté de la France, moi j'étais à Paris, lui était de l'autre côté de la France, et il avait ses déplacements professionnels, mais j'étais pas à dire mais tu m'appelles pas, mais t'es pas là, mais pourquoi tu viens pas, mais pourquoi t'as des horaires aussi compliqués, etc. Parce que la vie d'un gendarme comme d'un pompier comme d'un policier, c'est pas une vie. Ils ont des horaires, ils travaillent 24 heures pratiquement sur 24. Ils sont toujours au taquet. Et non, c'était la compréhension de l'autre, il vient quand il peut, etc. C'est ça l'amour. Aimer l'autre, c'est d'accepter sa différence et en être fier. Et lui avait exactement le même renvoi sur moi. Et c'était, comment dirais-je, c'était simple. Voilà, c'est simple. On était toujours heureux de se voir. On s'admirait mutuellement. On partageait mutuellement avec sa famille, avec tout le reste. Aimer, c'est ça. C'est pas de condition. C'est pas. C'est voilà. En ce moment, j'ai les hommes diront j'ai un litige avec mon fils aîné parce que je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid et que lui, tout médecin qu'il est, veut sauver sa mère et ne comprenait pas que je ne me fasse pas vacciner. Donc il boude, mais je connais mon fils. Et mon fils, il est entier, il est voilà, et il a peur pour moi, et il m'aime tellement qu'il a peur pour moi. Je lui en veux pas, je sais qu'il m'aime et que on se retrouve. Je l'aime comme il m'aime. Lui, il a des conditions, moi j'en ai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est mon fils et que c'est comme ça. Et vous allez dire, mais t'aimes tout le monde? Mais quand on sait pourquoi on est là, quand on sait quelles sont les raisons qui nous font nous retrouver, vous et moi, on s'appelle, on se connaît depuis toujours, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours, on se parle avec aisance, avec liberté, on s'aime et on se le dit. Et on se dit, c'est pas honteux d'aimer l'autre. Non, c'est sectaire selon certains. En fait, ils appellent ça le love bombing. Voilà. C'est vrai, c'est un nouveau truc, ça. Ouais. Oui, apparemment, écoute, on le découvre aussi, mais visiblement, c'est pas bien d'envoyer trop d'amour. Trop d'amour, c'est suspicieux. Je les plains, les pauvres. Je les plains. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ça c'est totalement égotique. Totalement égotique. L'ego, c'est l'ennemi numéro 1. On vient travailler là-dessus. On peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi. C'est tout. Et s'aimer soi, c'est pas orgueilleux, c'est pas vaniteux, c'est être fier d'avoir osé venir sur Terre faire ce qu'on fait. Il faut oser, c'est drôlement courageux. D'ailleurs, quand on remonte de l'autre côté, quel que soit celui qui remonte, il est considéré comme un héros parce qu'il a osé venir sur Terre.
Il a osé s'enfermer dans un contenu. Vous vous rendez compte pendant plusieurs vies, parce qu'une vie, on change de véhicule comme on change de bagnole, ça s'use. Voilà. Donc on change de bagnole pour terminer le scénario qu'on a appris avant de descendre. Et quand c'est fini, on redescend pas. Et si on redescend, c'est fort de la connaissance qu'on a acquise au travers de nos vies et on vient aider les autres à avancer. Eh oui, mais il y a toujours cette appréhension aussi du voile de l'oubli, par exemple. Mais pourquoi oublie-t-on alors à ce moment-là? Écoute, pourquoi on oublie quand tu es sur Terre, quand tu es sur scène, au théâtre, tu as appris ton scénario par cœur et puis parfois tu as une panne de mémoire, hein, et tu improvises alors, tu vois? Et pourquoi on oublie? Parce que et toutes les nuits quand on remonte et quand on redescend après dans notre réveil, on oublie ce qu'on a vécu parce qu'on n'aurait pas le courage de revenir. L'esprit est grand. L'homme se fait tout petit, mais l'esprit est grand. Notre esprit est très grand. Donc, avec courage, il va retrouver papa et maman de l'autre côté, la famille, il est décédé, il va rigoler parce que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on n'est pas là passif de l'autre côté, hein. On bosse, on boit, on rit, on mange, on s'aime. Parce qu'on mange aussi. Voilà. Il y a des nectars. On boit. C'est la fête. Et on redescend en disant, bon, allez, je retourne au boulot, quoi. Je retourne au boulot, j'y vais. Oui, presque je retourne au goulag, hein, presque. Justement, Ouais. Oui, l'incarnation, tu l'assimiles, c'est toi et d'autres, hein, de ce que j'en ai compris, c'est une sorte d'entonnoir, une chute énergétique. Oui, non, mais on se fait mal tout seul, hein. On a besoin, on est masochiste, hein. La simplicité, je veux pas savoir que ce soit aussi simple. Non, non, j'ai besoin de me compliquer l'histoire. J'ai besoin de me flageller. Ça va, les martyrs de la civilisation, il y en a plein. Mais alors, est-ce que c'est possible que, en même temps, cette planète école, ça nous permet d'expérimenter, ça nous permet, à travers le petit, de comprendre le plus grand, ok. Mais est-ce que c'est possible du coup que cette planète soit un petit paradis sur Terre et que ce soit juste super plaisant d'être ici, super simple et avec des expériences les Atlantes heureuses? avaient à ce niveau-là. Les Atlantes avaient à ce niveau-là, on appelle ça des avatars, ils étaient dans la transformation, ils communiquaient avec l'univers, ils n'avaient pas besoin d'aller voir Madame Irma pour ça. Ils voyageaient dans l'astral, tout le monde est capable de le faire. Quand quelqu'un est dans le coma et que il est à Bordeaux alors que je suis à Paris et qu'on me prévient, je me déplace par la pensée, mais la pensée peut se matérialiser. Et combien de fois des personnes sorties du coma que je ne connaissais pas et qui sont venues me voir après m'ont dit, mais vous êtes médecin, vous êtes infirmière parce que vous étiez toujours à côté de moi à l'hôpital quand j'étais en réa. Non, j'étais par la pensée, mais j'étais... Ah non, mais vous étiez bien là physiquement. Les Atlantes avaient atteint ce niveau-là et on est tous capables de ça, mais on nous a amoindris, encore une fois, on ne gouverne bien que les ânes. Ah oui. Dans la peur. Et puis d'autant plus que les gouvernements utilisent ces capacités-là. Je parlais de vision à distance, le remote viewing, la bilocation. Alors d'ailleurs, est-ce que tu as déjà été sollicité pour des enquêtes criminelles ? Oui, j'ai fait plusieurs enquêtes avec la police, oui. Donc tu as eu cette occasion d'éventuellement te projeter à certains endroits, visualiser, donner des indices ? Oui, j'ai eu des enquêteurs qui m'ont demandé de l'aide, effectivement, et où j'apportais des clés, entre autres de personnes disparues. D'accord. Mais pas seulement, hein. Tu t'es aussi retrouvé, tu as aussi fait cette expérience d'être à deux endroits différents en même temps et vu par des témoins. Oui, ça, c'est fort quand même, parce que c'est au-delà de... Oui, c'est arrivé souvent. Tiens, justement, encore une fois, tu vois, par exemple, tout au début, où j'acceptais de voir et d'entendre, je ne consultais pas encore, je continuais mon métier de déco et une amie me téléphone à l'heure du déjeuner en me disant, oh là là, il faut que je te voie, j'ai un problème, etc., etc. Je dis non, je peux pas te recevoir à l'heure du déjeuner, j'attends un monsieur, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je le vois, il est dans le métro, il va pas tarder à arriver. C'est dommage qu'il soit homosexuel, il a une bouche à faire des baisers, je lui roulerai bien la patte. Et voilà, donc là-dessus, on sonne à la porte, j'ouvre la porte, c'est le monsieur. Exactement celui que j'avais vu, qui me dit, mais vous étiez tout à l'heure dans le métro?
Ah, sinon, j'étais pas dans le métro. Ah, si, vous étiez dans le métro, je vous ai vu, puis il y a eu un mouvement de foule et vous avez disparu. Alors je lui dis, je lui raconte que j'étais au téléphone avec une amie, que je l'avais vu dans le métro et que je regrettais qu'il soit homosexuel parce que je l'aurais bien embrassé, qu'il avait une belle bouche. Et il me répond en rigolant, ben vous pouvez m'embrasser si vous le voulez. C'était comme ça. Voilà. Et quelque temps après, mon amoureux préféré était en déplacement à l'Assemblée nationale et une amie, encore une fois, m'appelle en me disant: «Mais alors il est là ton chéri?» Je dis: «Oui, oui, il est à l'Assemblée nationale». Donc je projette, ma pensée à l'Assemblée nationale et je projette ma pensée sur mon chéri et voilà et puis, quelques heures après, le téléphone sonne et c'est le chéri en question qui me dit: «Mais dis donc, quand tu passes en voiture devant l'Assemblée nationale, que tu nous fais coucou et que tu t'arrêtes pas pour nous faire un bisou, tu exagères quand même». Je dis: «Mais attends, je ne suis pas passée à l'Assemblée». «Mais si, on t'a vu, en plus de ça, on m'avait vu dans une voiture que je n'avais plus». Et en plus de ça, ils étaient 2 gendarmes à avoir vu mon chéri et son colistier quoi, son compagnon. Mais je dis: «Mais non, j'étais au téléphone» et alors il me dit: «Alors dans ce cas-là, j'ai plus rien à dire, j'ai intérêt à me planquer et à rester bien raisonnable à ma place parce que si tu te déplaces et que tu vois tout, je pourrais même pas te mentir» en rigolant. Voilà, donc oui, je me déplace. La Oui, pensée donc voyage, là, la pensée c'est pas uniquement projeter ta conscience, parce que ça se matérialise et d'autres personnes te voient. Oui, c'est ce qu'on appelle la bilocation. On en parlait avec Serge Boutboul, d'ailleurs, au passage. exactement. Ouais, c'est passionnant. Merci beaucoup, Alexis, pour toutes ces informations, pour aussi ces messages d'espoir, puisqu'on sait que la période est plutôt anxiogène, à la Oui. sinistrose. Hein. Il faut chasser ça impérativement, pas regarder, fixer, abonné à BFM VC là, ça va. C'est, rester, en disant: «Bon, ben, de toute façon, il faut curer à fond pour pouvoir renaître, hein, ouais. Il faut retourner la terre pour ressemer, hein». Tu sais, peut-être, Alexis, je reçois des personnes en consultation et des personnes qui ont une grande sensibilité, qui ont une grande conscience, etc. Et qui parfois peuvent être justement les plus, allez, pardon pour le terme, mais victimes de ce qu'on est en train de vivre, parce que cette sensibilité les met très en peine. Alors certains vont basculer dans la colère, d'autres dans la tristesse. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, envoyer à tous ces êtres qui sont en conscience, mais qui subissent en même temps cette période-là, soit par de la colère, soit par de la tristesse ou autre, ou du désarroi. Comment tu pourrais leur envoyer justement cette étincelle de joie? Bah, d'abord, je leur dirais que de toute façon, c'est eux qui se détruisent eux-mêmes, ce qui est en train de se passer, qu'ils regardent ça plutôt comme spectateur que comme spectateur-acteur, il faut effectivement qu'eux restent positifs pour que les choses basculent dans le positif. Si tout le monde est là à se lamenter, à dire: «C'est épouvantable, mais j'en peux plus, mais c'est pas possible, mais où va-t-on?» machin, ça ne sortira jamais de là. Les pensées négatives se servent de ces personnes fragiles mentalement, psychologiquement, qui sont inquiètes en permanence, etc. C'est difficile de changer un caractère inquiet parce que c'est quand même aussi une question de nature, hein, c'est une question de tempérament principal. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que bon, moi j'ai vécu pendant la guerre, je suis née pendant la guerre, j'ai le souvenir des bombes sur la tête. J'ai le souvenir qu'on allait à la cave, se cacher à l'époque et c'était le charbon de bois qui nous chauffait, c'était pas le fioul, hein. Et puis, et pourtant en ressortant, on n'avait rien à bouffer et pourtant on s'échangeait, on s'embrassait, on se machin. Après moi, mon père est parti faire Dien Bien Phu, il a vu des horreurs. J'ai vécu en Algérie avec lui, j'ai vécu la guerre d'Algérie, j'ai vu des morts, etc. Et on disait simplement, on a besoin de nous, donc restons positifs. On a besoin de notre positivité pour aider les gens. Si on se lamente, c'est très égoïste, donc il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Et si tu dois leur dire que ça va changer, parce que encore une fois, il faut toucher le fond pour renaître. Ça ne peut pas rester comme ça. Il est normal que ça éclate. Voilà. Il est normal que ça éclate. Mais si eux sont négatifs, ils font profit. Ils servent de support à tous ceux qui sont dans le côté négatif des choses. Voilà. Et qui veulent le négatif des choses. Là, c'est la guerre entre le plus et le moins, hein. C'est ça, la vie sur Terre. Et pareil, un petit message aussi à toutes ces personnes qui
qui peuvent être terrassés par la mort, avoir très peur de la mort ou avoir des difficultés à dépasser le deuil, à rester justement dans la peine, dans la tristesse, dans le manque. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Alors, il faut leur dire, Tamara, il faut leur dire qu'une personne qui décède, elle entend les siens qui se lamentent et elle trouve la lumière et elle culpabilise parce qu'elle est heureuse alors que les siens pleurent et la pleure, cette personne. Donc, s'ils aiment la personne, ils lui disent, va en paix, profite et puis aide-moi. Une fois que tu iras bien, envoie-moi du jus là parce que j'en ai besoin. Et ça marche très bien. On peut l'ancrer dans le bas astral si éventuellement on est trop triste. C'est ce que tu disais aussi. Oui. Tu parlais des civilisations, traditions africaines où on fait la fête lorsqu'il y a un mort. Oui, parce que encore une fois, la mort, ça n'existe pas. Moi, je dis qu'on change de pièce. On change de pièce. Oui. Donc, oui, c'est ça. Tu pars de chez toi et tu revas dans ta vraie maison de l'autre côté, quoi, tu vois. Un grand merci. Donc je vous rappelle les 3 ouvrages, les amis. Qui dit que la mort est une fin? Il y a eu une republication en 2020, je crois, mais ça a été publié initialement en 1999. J'ai oublié mon sac sur la lune en 2017 et Joseph Emmanuel le Nazoréen, qui sera, je pense, réintitulé aussi très prochainement Jésus. Et bien entendu, ton ouvrage qui arrivera et sur lequel on essaiera de voir avec toi, mais oui. Tamara, voilà, les petits clignotants. Le titre, ça sera l'Atlantide où Is l'a sacrifié. La ville d'Is, tu vois, Is l'a sacrifié. Ouais. Ça promet une belle histoire. Merci à toutes les deux. Merci, vous êtes des amours, je vous aime mes chéris. C'est tout à fait réciproque. Tout à fait réciproque. Merci Alexis. Alors on vous donne rendez-vous sur www.amdessine.com pour nous rejoindre en tant que praticien quantique ou holistique. On est sur les starting blocks en ce début de saison 3 avec Tamara qui promettra énormément encore d'interventions magiques comme on a eu la chance d'avoir aujourd'hui. Pour moi, c'est une consécration. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.